et peu d'espoir. Je me souviens que j'avais peu d'espoir pour les résultats. Je m'étais dit mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je vais me présenter devant les profs, je vais aller en colle. Mais j'ai juste honte. J'avais qu'une envie, c'était d'expliquer aux profs que moi ça servait à rien de me préparer, autant passer du temps avec d'autres parce que j'étais une perte de temps. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai la joie de te présenter la discussion que j'ai eue avec Alice, qui était mon élève il y a quelques années en classe préparatoire ECS. Le profil typique de quelqu'un dont on se dit qu'il va cartonner en classe préparatoire, elle ne l'avait pas. Elle ne faisait pas partie de ces premiers de la classe dont on pouvait dire qu'ils en avaient sous le pied, et qu'ils allaient se mettre à briller dès lors qu'ils daigneraient commencer vraiment à travailler. Et pourtant, ça n'a pas empêché Alice d'intégrer HEC, l'école de commerce la plus prestigieuse en France. Son succès, elle l'a bâti grâce à son travail, à sa discipline. Pour éviter la noyade, dans un premier temps, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce travail pouvait aussi lui permettre de traiter les problèmes mathématiques les plus délicats, dès lors qu'elle cessait, par manque de confiance, de se censurer, de s'en interdire l'accès. Cette histoire, qui se déroule sur 3 années, elle la raconte dans cette émission. Enfin, je t'invite à utiliser les repères temporels que j'ai mis à ta disposition dans la description si tu n'as pas l'opportunité d'écouter cette discussion en intégralité. En espérant que cette émission te plaise autant que moi, je te souhaite une bonne écoute. À quel moment dans votre scolarité vous avez entendu parler de classe préparatoire et qu'est-ce qui vous a décidé à entrer en classe préparatoire et spécifiquement en filière ECS? Alors c'est vrai que moi la classe préparatoire j'en ai entendu souvent parler dans mon cadre familial plus précisément parce que ma mère avait fait une classe prépa, mais pas mon père et souvent mes parents me disaient que c'était quand même un avantage à la fois dans leur carrière. Ma mère s'était sentie souvent plus valorisée parce qu'elle avait fait une classe prépa, alors que c'était moins le cas pour mon père. Donc forcément, il m'avait poussée sur cette voie-là. Après, à savoir de la filière, c'est vrai que moi, mes parents sont plutôt, dans mon cadre familial, on est plutôt tourné vers les mathématiques ou l'ingénierie. Donc c'est vrai que le choix de l'ECS, il était surprenant et pas forcément bien accepté. Mais moi, je savais que je pouvais pas me lancer dans une filière type MP ou PC parce que j'allais être complètement noyée. C'était pas quelque chose avec lequel j'allais réussir à avoir du plaisir dans mes études. Donc, je me voyais pas du tout passer 2 ans complètement noyée dans des maths ou de la physique, même si c'est des matières qui sont très bien et que j'aimais beaucoup. Je pense qu'à haut niveau, j'aurais été complètement noyée. Donc voilà, le compromis, ça a été plutôt... le CS, ça me tentait énormément, puisque moi, à l'origine, pour aller en école de commerce, ce qui me motivait énormément, c'était de créer mon entreprise. Donc ça me semblait une voie intéressante d'aller en école de commerce, et en passant par une classe prépa plutôt que par une filière post-bac, en fait. C'est marrant parce que je me souviens quand moi j'étais en tout cas en terminale, donc j'avais entendu parler de classe préparatoire MPSI MP, et c'est vrai que dans l'établissement, dans la toute petite prépa dans laquelle j'étais, donc il y avait un bâtiment, donc on était au rez-de-chaussée MPSI, à l'étage il y avait MP, mais en fait juste avant d'entrer, à droite, il y avait un bâtiment avec cette fameuse filière ECS, économique ou HEC, et je vous avoue que j'ai jamais su ce que c'était, et finalement je comprends très bien que l'inertie d'un cadre familial à tendance ingénierie et se disent commerce, qu'est-ce que c'est que ça? Ma fille, là, tu commences à te pervertir bientôt. Mais c'est bien, vous expliquez très bien que déjà, il y avait quand même une projection en vous disant est-ce que j'arriverai à prendre du plaisir dans mes études et est-ce que ça me permettra d'accomplir mes objectifs à long terme plutôt que est-ce que je vais me plier à la tradition familiale sans réfléchir. Donc c'est super chouette. Et d'autant plus que... Alors je vous coupe, mais d'autant plus que dans mon lycée, c'est vrai que les promotions de S, elles allaient soit vers médecine, soit vers des filières MP ou PC. Et dans ma promo, sur une promo de 40, je crois que dans la classe, on était 3 à avoir choisi le CS. Donc c'était très minime et oui, encore une fois, pas forcément bien valorisé, je trouve. Bah, c'est la question suivante que j'allais vous poser de toute façon, mais vous y avez répondu, c'est très bien. N'hésitez pas à me couper de toute façon parce que souvent je vais faire en sorte de reformuler plus ou moins ce que vous dites de manière à faire rejaillir éventuellement certains points. Et puis, si vous apercevez que j'ai mal compris, vous pouvez développer. J'allais vous poser la question du lycée d'origine, savoir si c'était un lycée qui préparait spécifiquement en classe préparatoire ou si c'était un lycée qui mettait un élève par an en classe préparatoire. Mais visiblement, vous me dites que typiquement, les gens sortaient et allaient en filière scientifique. Donc, ouais, c'était un lycée qui préparait bien. J'imagine que vous étiez dans les premières de classe, dans la tête de classe, on va dire, au lycée. Qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas aller à Paris, par exemple? Parce que, en général, vous êtes accepté, dans toutes les parisiennes. Justement non. Alors moi mon cas c'était que j'étais pas acceptée dans les autres prépas parisiennes. Après c'est vrai que j'ai fait une erreur sur Parcoursup, c'était de sélectionner des prépas avec uniquement internat.
parce que au vu de la distance, moi je me voyais pas forcément chercher un appartement ou être vraiment complètement dépendante sur les 2 ans. Complètement indépendante plutôt sur les 2 ans et devoir avoir une charge au niveau de la nourriture, de logistique qui me paraissait être un poids. Donc j'avais un peu restreint, mais je pense qu'avec du recul c'était peut-être une erreur déjà de restreindre, qu'il faut pas se restreindre sur ces choix-là et en faire un maximum puisque sur Parcoursup il y a pas de limitation finalement. Donc ça c'était une première erreur et donc les prépas parisiennes qui étaient de haut niveau comme Stan par exemple. Vu mon lycée d'origine, je sais que les prépas comme Henri IV ou Stan Paris, dans Paris, ne prennent uniquement que 1 ou 2 élèves sur ma promo, puisque je vous disais avant, donc on met la moitié en prépa, la moitié en médecine. La plupart vont à Masséna, à Nice, ou à des prépas comme Stan Cannes ou sur Lyon, donc plus région sud-est finalement, et un peu moins sur Paris en fait. Donc les Chartreux, ça me semblait être la prépa idéale puisqu'il y avait un internat. C'était à Lyon, c'était un peu mieux que Masséna, parce que moi j'avais fait attention au classement avant de choisir ma prépa. Alors après c'est un choix qui c'est quelque chose qui peut se discuter aussi je pense sur est-ce qu'il faut choisir une prépa en regardant le classement ou une prépa proche qui permettra de garder un cadre de vie confortable, idéal avec ses parents. Ça c'est vrai que ça se discute encore et c'est bon, je pourrais pas trancher puisque moi j'ai fait le choix de partir. Je pourrais pas savoir quel est le meilleur choix. Mais c'est vrai que je compare avec d'autres qui sont aujourd'hui qui ont fait prépa parisienne en restant avec leurs parents et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même un avantage et un confort énorme finalement. Donc ça c'est vraiment un choix. Si on doit faire un choix entre rester chez soi ou partir, c'est quelque chose qui doit se discuter en amont. Surtout ça, ce qui avait confirmé mon choix, c'est que juste avant d'entrer, il y avait la promo, donc 2 ans avant la mienne, qui avait fait de super résultats et je m'étais dit bah c'est génial, je vais avoir l'internat, je vais avoir un super cadre de vie à Lyon et une bonne prépa, donc ça me semblait être le meilleur choix. Je vais continuer sur ce que vous avez dit vite fait, mais en fait, vous avez dit quel est le meilleur choix entre partir dans une prépa bien classée et une prépa qui va nous permettre de rester proche de notre entourage familial. Mais je pense que là, en fait, c'est la question qui est mal posée parce que quand vous dites le meilleur choix, déjà, c'est croire qu'il existe et c'est pas très clair. Non, D'autant plus qu'en fait, c'est la première fois dans votre vie, à mon avis, où se posent les vraies décisions, enfin les vrais choix, la vraie croisée des chemins, qui ont pour caractéristique qu'une fois que vous engagez dans l'un, vous pouvez pas avoir l'autre. C'est-à-dire que il y a des moments où on peut pas avoir les deux. Souvent, quand on est au collège ou au lycée, on a suffisamment de flexibilité, etc. Là, je pense que c'est vraiment deux aventures différentes. C'est comme moi, si j'avais pas fait prof de maths, que j'avais fait prof de physique, je suis pas sûr qu'il y ait un meilleur choix. Ça aurait juste donné un homme avec deux types de qualités différentes. Vous voyez, c'est comme si dans vos futurs, ça se sépare. Oui, tout à fait. En fait, ce que j'entends plutôt par meilleur choix, c'est meilleur choix en termes d'épanouissement personnel et en termes de plaisir dans les études, de ce qu'on va en retirer à la fin finalement. En termes de maturité aussi, puisque moi, vraiment partir de la maison, ça m'a permis de gagner une maturité énorme puisqu'on appréhende les choses un peu différemment en étant livré un peu à soi-même dans une ville qu'on connaît pas forcément. Ça fait énormément mûrir, je pense. Donc c'est en termes de meilleur choix, c'est meilleur choix pour chacun. Il y a pas de, on pourrait pas dresser une généralité de il faut choisir la meilleure prépa à tout prix. Je pense pas que ce soit le meilleur choix. Au contraire, il y a autant de meilleurs choix possibles que de personnes différentes qui rentrent en prépa finalement. Alors, petite question, toujours dans l'aspect chronologique, c'est est-ce que vous estimez qu'en terminale, vous étiez déjà au travail ou est-ce que vous étiez plutôt à l'aise, assez pour rester dans la tête de classe sans trop forcer? Et est-ce que ce travail s'est prolongé sur les vacances d'été? Est-ce que vous avez préparé activement votre rentrée? Ou est-ce que vous êtes dit, là, c'est le dernier moment pour souffler avant 2 ans dans un tuyau, donc on va se reposer? Alors pour la première partie de la question sur le travail en terminale, moi c'est vrai que j'ai toujours beaucoup travaillé. Donc c'est vrai que encore plus j'avais un profil assez atypique pour une prépa. Et c'est ça qui m'a notamment poussée à faire cet audio-là, c'est que justement j'avais pas le profil, le mythe un peu qu'on dresse finalement de l'élève qui va en prépa, c'est-à-dire il en a pas fait beaucoup, il en a beaucoup sous le pied, ça j'entendais beaucoup cette expression-là. Et c'est vrai que je correspondais pas du tout à ça parce que moi j'ai toujours été assidue dans le travail. Et pour moi, c'était important d'avoir une certaine régularité, de montrer que en classe, j'écoutais, j'étais là et que je faisais le travail qu'il fallait en retour. Donc c'est vrai que pour mes professeurs, j'avais pas du tout un profil qui montre qui aurait la capacité d'aller plus loin en prépa. Et notamment, je trouve que c'est un peu un mythe qu'on dresse de l'élève qui n'a rien fait jusque-là et après, hop, comme par magie en prépa, il va se mettre à travailler et super bien réussir. Comme s'il y avait
une recette magique quand on arrivait en prépa, si c'était les profs ou je sais pas le cadre qui faisait ça. Donc non, moi j'avais pas du tout ce profil-là. Et après pour ce qui est des vacances d'été, moi je me souviens que ces vacances-là, j'en garde un très très bon souvenir. C'était une des meilleures périodes de vacances de ma vie, je pense, parce que tout était prétexte finalement à faire la fête. Hein. C'était la Coupe du Monde, les 18 ans, tout ça, l'entrée en prépa. Donc ça faisait beaucoup. Mais je me souviens que 2 semaines avant la rentrée, j'avais préparé le DM de maths quand même, j'avais acheté mes livres, etc. Pour me remettre un petit peu dans le bain. Mais je pense rien d'excessif, en tout cas pas toutes les vacances, pas du tout les 2 mois. Excellent. Oui, c'est vrai que ce mythe du branleur qui en a sous le pied, c'est quelque chose qui a beaucoup posé question pour les réunions de recrutement au Chartreux. Ces branleurs à potentiel qu'il faut secouer comme un prunier pour en obtenir le minimum du minimum de travail, on en est un peu revenu, quoi. Mais je suis d'accord que je pense que pour le lycéen moyen, quand on dit j'ai fait prépa, ce qu'il a Ouais. comme idée, c'est quand même ce profil-là qui a jamais dû trop lutter en fait pour obtenir des bons résultats et qui est En peinard, fait, quoi. ouais, ça me faisait très peur parce que dans mon lycée, ils faisaient revenir des anciens qui étaient soit actuellement en prépa, soit qui avaient intégré. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils nous disaient, mais moi, je faisais rien, j'ai jamais eu de difficultés, etc. Et donc c'est vrai que moi je me posais sincèrement des questions. C'était pas uniquement une inquiétude de la part de mes profs ou de mes parents. Ça venait aussi de moi. Ça me mettait peu en confiance pour me lancer dans une prépa parce que je me posais la question si j'allais être noyée ou pas, si j'allais réussir à en sortir quelque chose finalement. Je vous avoue que de vous, j'ai un souvenir qui est sans doute déformé, hein, mais il me semble que je vous ai trouvé plus ou moins assez vite en milieu de classe, en deuxième année. Vous êtes toujours resté dans ce ventre mou-là, avec toujours. Et je vous en parlerai un peu plus tard parce que donc je vais essayer d'être dans l'ordre calmos. Donc, est-ce que quand vous rentrez en classe préparatoire, en fait, on va dire que il y a un grand rebattage des cartes puisque on prend des têtes de classe de lycée de France et de Navarre, on les met tous en même temps dans un hot pot là, on secoue, et en fait, il va se retrouver du premier de classe jusqu'au dernier. Donc, c'est la grande inconnue. Donc, pour vous, au moment de la rentrée en première année, dans les premières semaines, quelles sont vos impressions? Est-ce que vous vous retrouvez directement, vous êtes directement dans le rythme? Est-ce que vous êtes directement dans la tête de classe? Est-ce que vous êtes dans les dernières de classe? Quelles sont les adaptations que vous devez mettre en place pour vous familiariser à votre nouvel environnement de travail? Alors c'est vrai que en première année, moi je me souviens, notamment sur le DM, je crois que j'avais obtenu une note qui était plutôt bonne. Je devais être dans les 5 ou 10 premiers de la classe, donc ça me rassurait parce que j'avais peur de me retrouver justement noyée, toujours cette peur qui était présente, donc complètement noyée en fond de classe, etc. Donc ça m'avait un peu rassurée. Pareil pour les premiers DS de maths, ça allait plutôt bien. Donc c'est vrai qu'au début, ça m'avait rassurée sur mon choix déjà d'études, surtout en maths, en langue aussi et en philo. Je me souviens qu'en histoire, par contre, j'ai eu des débuts très 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 difficiles. Ça allait pas du tout bien. Et en plus, j'ai mis longtemps par rapport au reste de la classe à vraiment décoller. Tout le monde me parlait du déclic en histoire qu'il fallait avoir. Moi, ça venait absolument pas. C'était une catastrophe. Et ce déclic-là, il est venu un petit peu par hasard, il me semble, en mars. Donc c'est très tard parce que tout le monde l'avait eu déjà en octobre, novembre. Et il est venu lors d'un DS. Je me souviens, on avait le choix entre réviser pour les pays en voie de développement ou réviser sur la France de 1945 à nos jours. Et dans mes révisions, j'avais d'abord révisé les pays en voie de développement, puis en dernier la France, puisque j'estimais que la France était plus important, que ça tomberait sûrement, que c'était plus intéressant. Donc voilà, j'avais passé plus de temps quand même. Et le matin du DS, je me souviens, je dis à Anouk et Luna justement qui étaient dans la promo, je leur dis bon moi si ça tombe sur les PED, les pays en voie de développement, je saurais pas trop quoi en faire, sincèrement. Et là, je retourne le sujet et c'était les pays en voie de développement. Donc là, je me suis dit bon, il y a deux choix, soit je fais rien, enfin c'est plus la peine, soit je vais réfléchir et tant pis, même si je raconte n'importe quoi, je vais quand même essayer d'avoir un raisonnement qui soit logique et qui tienne la route et au moins qui réponde un peu à la question. Et c'est là que j'ai eu finalement ce déclic là, c'est en ayant peu de connaissances sur le sujet que finalement j'ai appris à avoir un raisonnement bien logique dans ma dissertation, à problématiser puisque j'avais rien à dire, donc il fallait vraiment trouver un problème et les ficeler autour de ça. Et donc c'est cette dissertation là qui m'a fait un déclic. Et après je pense que ce déclic je m'en suis servi aussi en philo. Je l'ai pas cantonné à l'histoire. Et ça m'a appris à vraiment me détacher de l'apprentissage purement scolaire,
que j'avais notamment surtout en terminale et aussi que j'avais perpétué en prépa, puisque pour moi c'était essentiel de connaître les cours. Enfin, l'histoire on peut pas vraiment l'inventer, donc c'est compliqué de se débrouiller sans. Donc c'est vraiment cette dissertation faite de toutes pièces qui m'a fait faire ce déclic et reprendre un peu la main sur l'histoire. Donc oui, en début d'année, je dirais que ça allait globalement, et qu'après mon niveau, donc hormis en histoire, mon niveau s'est un peu dégradé en maths au cours de l'année. Alors tout d'abord parce que je pense que j'avais pris un peu confiance dans mon niveau de départ. Ça paraît bête, mais du coup je m'étais dit bon bah ça va, ils sont pas si impressionnants que ça, donc ça devrait aller en faisant le minimum. C'était une grosse erreur. Et ensuite, la méthode que j'avais en première année en maths n'allait pas du tout et me convenait pas du tout, celle que j'appliquais, puisque en fait on mettait beaucoup en avant l'apprentissage du cours par cœur, un peu bête et méchant, et moi ça me correspondait pas du tout parce que j'arrivais pas à apprendre quelque chose que je comprenais pas ou que j'avais jamais utilisé, jamais compris avant. Ça voulait tout simplement rien dire pour moi. Je peux pas apprendre quelque chose que je comprends pas, ça rentre pas. Donc j'avais d'abord un problème d'apprentissage du cours puisque je comprenais pas ce que je faisais, et après bah ça découlait tout simplement sur les exercices parce que sans le cours, les exercices j'étais complètement noyée. Et donc une fois qu'on sortait des 4 premiers mois de prépa qui globalement ressemblent beaucoup à la terminale, sont dans la continuité, dès qu'on abordait des chapitres plus originaux et plus propres à la prépa, là ça a été une catastrophe et ça a été la noyade en fait. Très sincèrement, ça a été la noyade. Plein d'embranchements possibles là, on va les parcourir. Ouais, le premier embranchement, c'est vrai que au-delà du mythe du branleur qui en a sous le pied, il y a aussi ce fameux mot déclic, le fameux déclic qu'on attend dans toutes les matières. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est un mot, c'est comme le mot astuce où tout de suite on sent qu'il y a l'œil qui pétille chez celui qui vous écoute. Et pourtant, bon, j'ai l'impression que ce genre de choses-là, c'est des choses que vous trouvez sur le chemin au cours d'un travail régulier, quotidien. Vous voyez, quelqu'un qui bêche tout le temps son jardin, peut-être qu'au bout d'un moment, il va finir par trouver une pièce d'or, un truc comme ça, mais je sais pas comment vous dire, c'est un peu des choses aléatoires. Vous voyez, pour vous, c'est une dissertation qui vous a un peu surpris, vous vous êtes dit, tiens, vous étiez en difficulté, et là, vous avez trouvé une ressource insoupçonnée. Mais je sais pas quoi en penser, moi, de cette histoire. Déclic, astuce. Ben. Non, c'est vrai. Et puis ça impressionne beaucoup parce que c'est au sein de la promo et des élèves, chacun dit moi j'ai eu mon déclic en histoire et tout ça. Et même les professeurs se relaient le message en disant ah bah tel élève a eu le déclic, inspirez-vous de lui, etc. Et c'est vrai que quand on fait pas partie de ce groupe de déclic, on peut se sentir rapidement détaché. Surtout quand le déclic est censé arriver tôt dans l'année et qu'au mois de mars on se dit bon bah je plafonne entre 7 et 10 en histoire et ça va pas. Ça va pas parce que non seulement les notes vont pas, mais en plus l'appréciation va pas dans le sens d'une certaine progression en fait. Au-delà de la note, on peut stagner à une note qui est identique, mais sentir en fond une progression du raisonnement ou de l'apprentissage qui va mieux. Et là, c'était pas du tout le cas pour moi en tout cas. Ah ouais, c'est très compréhensible. Du coup, voilà, moi je résumerai le truc en disant que le déclic, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Enfin, c'est comme le fond de l'air. Enfin, c'est des notions assez abstraites. Et, écoutez, et sinon, la deuxième chose qui m'interroge, en tout cas, c'est effectivement cette méthode d'apprentissage du cours par cœur, comme vous l'avez dit. Alors, la question va arriver un peu plus loin, mais le cours et la définition, enfin, je ne sais pas si je l'avais raconté en classe, mais c'est quelque chose qui devrait venir, selon moi, quand même à la fin, parce qu'on parle de définition, donc il y a quand même le mot finition à l'intérieur, ou de terminologie, on parle de terminer, donc on sent que c'est quelque chose qui ne doit pas venir au début. Et c'est vrai que même la théorie, donc la théorie à l'origine, c'est quelque chose qui se greffe à la fin d'une pratique, c'est-à-dire que un sculpteur de pierre qui va énormément travailler la pratique, il va dégager des principes qu'il va peut-être ensuite consigner dans un ouvrage qu'il appellera théorie de la taille, mais c'est pas quelque chose qui vient au début et qui va appliquer parce que ça doit être issu d'une pratique. Et je pense que cette vision des choses, genre ouais, on apprend tout par cœur, après on implémente, c'est quelque chose qui est une déformation, alors due peut-être à la communauté des manuels scolaires ou peut-être même due à l'influence de l'informatique sur la manière de penser des gens, qui est on tape d'abord la ligne de code et après on le fait exécuter par quelqu'un. Et je comprends que vous ayez pu vous trouver désemparé. Enfin, je dirais pas que je serais pas parvenu à apprendre par cœur, c'est que j'aurais refusé net d'apprendre par cœur.
Et finalement, c'est ce qui s'est passé à la fin. C'était peut-être pas la bonne solution, mais donc moi, pendant longtemps, j'ai perpétué cette méthode de, on apprend d'abord par cœur, bêtement et méchamment finalement, en essayant de faire rentrer à tout prix dans le cerveau une définition ou un théorème, pour après s'en servir dans les exercices. Ça, je l'ai continué parce que j'avais pas, je pense, le recul ou la maturité suffisante pour me dire que je devais faire ma propre méthode plutôt qu'essayer d'appliquer celle des autres, celle que le professeur essayait de nous inculquer. En tout cas, je remets en aucun cas en question la parole des profs, au contraire, mais je pense que j'avais trop sacralisé telle méthode parce que voilà, le professeur, il a l'habitude, ça fait plusieurs années qu'il enseigne, il a vu plusieurs élèves derrière lui réussir, etc., s'épanouir dans la matière. Donc il n'y a pas de raison particulière pour laquelle avec moi ça ne marcherait pas finalement. Donc c'est vrai que je me suis un peu embourbée dans cette méthode-là en me disant mais ça va finir par marcher, y a pas de raison, je suis censée être comme tout le monde et c'est comme ça que ça marche. Et c'est qu'en fin d'année que j'ai essayé un peu d'inverser la tendance, mais je pense que c'était déjà un peu trop tard, j'aurais dû le faire avant. Et alors là je coupe un peu du coup sur ce que je viens de dire, mais j'ai gardé le questionnaire que vous nous avez fait remplir en fin d'année, en fin de deuxième année, et je me souviens que j'avais j'avais noté dans la troisième question qui était cette année, selon vous, y a-t-il quelque chose que vous avez mis trop longtemps à comprendre? Et moi, ce que j'ai mis trop longtemps à comprendre dans ma réponse, c'était, donc si j'étalais ça sur les 2 ans de prépa, c'est qu'il faut d'abord s'écouter et pas forcément tenter d'être la synthèse de tous les conseils qu'on donne. Et je disais que même si les retours d'expérience, comme je le fais maintenant, sont essentiels pour se projeter et qu'ils apportent beaucoup, il faut d'abord trouver sa propre méthode de travail. Et je termine en disant que c'est long et c'est laborieux, voire même douloureux finalement. Mais c'est pour ça que c'est cette méthode-là qui est la meilleure. Il y en a une pour chaque élève et il n'y en a pas une pour une classe ou une pour une matière en fait. C'est vrai que il y a des gens qui arrivent en classe préparatoire qui décident de faire confiance en tous les professeurs. Il y a des gens qui arrivent plus méfiants, ces fameux branleurs qui en ont sous le pied. Et c'est vrai que c'est très difficile d'avoir le recul parce que finalement, quand on est en terminale, enfin quand on rentre en classe préparatoire, j'ai pas l'impression qu'on ait tant besoin que ça de se reposer vraiment sur un professeur. Enfin, vu la quantité de travail au lycée par rapport, enfin la quantité de connaissances à assimiler par rapport en classe préparatoire, rend pas ça forcément nécessaire. Au pire, vous passez 2 heures à la place d'une, mais de toute façon, du temps, vous en avez à revendre, etc. Mais dans cette problématique de performance, une fois que tout est compressé, là, d'un seul coup, ouais, effectivement, les questions se posent. Et aujourd'hui, ce que j'essaierais enfin, pour savoir si mon professeur donne des conseils qui peuvent s'appliquer à moi, j'essaierais de comprendre dans sa parole, est-ce que le professeur a conscience qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de profil qui est capable de réussir? Et ça, c'est très délicat à comprendre. Je regrette en tout cas entre guillemets, les pertes qu'il y a chez des élèves qui, comme vous, intelligemment, se disent, c'est bizarre. C'est pas comme ça que je concevais mes études et l'assimilation des connaissances. Apprendre des choses pour les apprendre par cœur, en plus, ça colle pas. Enfin, c'est bizarre. En mathématiques, tout est censé être logique, etc. Pourquoi d'un seul coup, on me demande d'apprendre un truc comme j'apprendrais une liste de mots de vocabulaire? C'est vrai que ça peut être très surprenant. Ouais, donc vous avez très bien répondu en tout cas à ça. De pas sacraliser les méthodes, de pas tenter d'être la synthèse de tous les conseils. Ça m'évoque aussi une autre réaction, c'est que finalement, quand vous réfléchissez, plus vous demandez des conseils à des gens, plus la probabilité d'entendre 2 conseils contraires augmente. Et donc finalement, si vous cherchez à être la synthèse de tous les conseils, vous ne bougez pas puisque vous allez tirer vers le haut, mais aussi en bas, vers la droite, mais aussi vers la gauche. Et donc finalement, vous allez avoir le cerveau rempli de points d'interrogation. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut oublier, mais les mathématiques, en tout cas, comme l'histoire, comme la dissertation de philosophie, enfin, c'est une pratique. C'est-à-dire que c'est censé être bougé par petites itérations au fil de votre aventure personnelle. Alors peut-être qu'il y a un petit conseil qui va rentrer à un moment donné, etc. Mais c'est vrai que les gens envisagent souvent la progression comme, enfin, souvent, trop souvent, ils sont statiques et ils se disent, je vais regarder tout ce qui se dit, et là, dans mon cerveau, il va se passer un truc. Mais ils bougent pas. Il faudrait déjà qu'ils soient en mouvement, qu'ils soient dans l'exercice, et là, peut-être en ouvrant l'oreille à ce moment-là, et puis un peu plus tard, là, il y aurait plus de chances qu'un déclic se produise. Mais ça aussi, c'est pas très vendeur. Qu'est-ce qui vous a guidé dans votre travail en première année, dans le sens où, ici, il y a une variété de réponses qui peut être assez grande, parce que les concours sont encore assez loin.
Il y a des gens qui commencent dans le bas de classe et ils veulent juste essayer de se remettre à flot. Donc, c'est simple. On leur demande qu'est-ce que tu essayes de faire dans l'eau. Ils disent de respirer de l'air. Déjà, ce serait pas mal plutôt que d'avaler de l'eau. Il y a des gens qui ont peur du passage en deuxième année. Il y a des gens qui, comme Clara, donc c'était 2 ans avant vous, qui, elle, est tellement forte en fait qu'elle dit ah ouais, les matières, c'est super intéressant. Donc, c'est des gens qui sont tellement aériens qu'en fait, ils peuvent vraiment voir les apprentissages comme des trucs super intéressants, comme il irait un bon livre de fantasy, quoi. Qu'est-ce qui était votre moteur, vous, en première année? Alors c'est vrai que là j'ai parlé beaucoup d'erreurs ou de douleurs ou quoi en première année. C'est vrai que c'est pas très joyeux, mais je pense donc mon moteur en première année, ça a été énormément l'histoire et les langues, je dirais, parce que en langue on décollait un petit peu, on arrivait à des niveaux qui sont assez sympathiques et agréables finalement. On arrivait à un niveau qui est bien et qui devient intéressant en fait. On peut faire des choses super chouettes avec ces niveaux de langue là en prépa. Et après, pour ce qui est de l'histoire, le programme d'histoire en première année, il est très riche, mais il est, comment dire, il est très flatteur en fait, parce que on a l'impression qu'on est tout petit. On sort de terminale, on connaît vraiment rien. Enfin, c'est voilà, en histoire venant de S, on connaît pas grand chose malheureusement. Mais après, c'était aussi venant de ma culture personnelle et du milieu dans lequel je vivais, le cadre familial. J'étais pas forcément poussée à lire des livres d'histoire. Donc c'est vrai qu'on se sent tout petit face au programme. Mais c'est ça qui est génial, c'est que on se dit bon bah on a mis ce programme là. Et c'est à la portée de tous les gens qui rentrent en prépa. Donc c'est super flatteur de se dire qu'on va pouvoir apprendre tout ça et qu'on va pouvoir connaître autant de choses en fait. Donc intellectuellement c'est très porteur de voir le champ de possibilités qu'il y a en histoire en tout cas. Après je l'ai moins vu en maths. Comment dire, les maths en première année, moi j'ai préféré la deuxième année parce qu'on a l'impression de mettre plein de liens en maths. Ça donne énormément de sens à tout ce qu'on a fait en première année et en deuxième. Donc j'ai trouvé ça génial. C'est vrai qu'en première année, j'avais plus l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. Mais pareil, il y avait ce sentiment-là de dire qu'on connaît plein de choses et que c'est génial d'apprendre autant en une année en fait. C'est une belle approche parce que c'est l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein, mais il y a des gens qui vont se dire oh là là, comment je vais être capable de retenir tout ça, j'y arriverai jamais, il y aura forcément un truc que je connaîtrai pas. Et j'ai envie de te dire, moi aussi, enfin, c'est la vie. Mais de l'autre côté, se dire, bah ouais, mais c'est tellement vaste. Mais je me dis, mais même si j'en apprends 50, 70%, qu'est-ce que je vais évoluer par rapport à la personne que j'étais en terminale? Ça change tout. Alors que ça se trouve, les personnes auront fait exactement la même chose. C'est la même chose que je dis aux élèves pendant les révisions. Enfin, je veux dire, si les mecs se fixent un objectif de 8 heures par jour et l'autre qui se fixe 12 heures par jour, imaginez les deux, ils finissent par faire 10. Ben, le mec qui avait décidé d'en faire 8, quand il en fait 10, il va être super content. Il va se dire, c'est génial, j'ai réussi à faire plus. Celui qui avait décidé de 12, il va être dégoûté. Il va se dire, mince, il manque 2 heures. Pourtant, les deux auraient fait la même chose. Mais il y en a un qui sera complètement désespéré et l'autre qui sera méga content. Et pourtant, ils ont fait la même chose. Donc, c'est super important l'état d'esprit que vous avez. Et c'est chouette. En tout cas, je pense que ça colle très bien avec une réponse que vous avez faite sur le choix de la filière ECS et de trouver du plaisir dans les études. C'est que le caractère porteur des connaissances, c'est là où le choix était bon d'emblée. C'est déjà les matières vous intéressaient suffisamment pour que ouais, vous sentiez accompli intellectuellement. Je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. Et là, j'ai parlé beaucoup d'histoire, mais c'est la même chose avec le programme de philo finalement. Que ce soit en première ou en deuxième année, l'approche est très chouette vraiment. Excellent. Donc les mathématiques, ça fait une espèce de petite vague comme ça, puisque ça s'est un peu dégradé, mais vous avez essayé de redonner du sens un peu à la fin de la première année. En histoire, il y a cette fameuse dissertation sur les pays en voie de développement qui a fait un peu décoller. Donc vous arrivez pendant les vacances d'été, je suppose relativement en confiance quand même sur ce que vous êtes capable de faire. Comment vous passez ces vacances d'été, celles-là, donc celles qui suivent la Coupe du Monde et tout ça? Est-ce que vous êtes dit il va falloir que je me repose un peu? Déjà, est-ce que sous la charge de travail, vous étiez cramé à la fin de la première année? Ou est-ce que vous aviez réussi à trouver un certain équilibre de vie entre les phases de repos, de détente, etc. et le travail? Comment ça... Alors moi, je suis pas arrivée épuisée en vacances. Mais je pense que c'est dû au fait que on avait arrêté l'école vers le 15 juin, il me semble, vers mi-juin, on arrête l'école et les DS. Donc même si on continue des chapitres, on continue le rythme, etc., c'était moins stressant, moins pesant, donc j'avais eu le temps de prendre du recul, me reposer, continuer à donner du sens et à changer un peu mes méthodes dans différentes matières. Donc au début du mois de juillet, j'étais pas du tout épuisée comme j'aurais pu l'être finalement.
Mais voilà, donc ces vacances-là, j'avais d'abord fait un stage d'une semaine parce que c'était conseillé dans la prépa pour avoir une expérience un petit peu de fond dans le monde de l'entreprise et pour en parler dans les entretiens. Donc déjà en projection finalement des oraux, des concours. Donc j'avais fait ce premier stage-là d'une semaine. Après, je m'étais beaucoup reposée, je me souviens. Et pareil que les vacances d'avant, j'avais pris 2 semaines avant. Par contre, j'avais fait plus intense que les vacances qui suivaient la terminale. J'avais fait un peu plus intense pendant 2 semaines en faisant les devoirs de mathématiques, en reprenant un peu l'histoire pour me remettre dans le bain, essayer de voir ce que j'avais oublié ou pas, ce qui restait de la première année. Et pareil en langue, essayer de garder un rythme pour pas arriver en deuxième année en ayant tout oublié de ce qui avait été fait finalement en première année. Ah, ça se profile bien, là, ça y est, j'arrive en terrain connu. Là, il y a Alice de deuxième année qui commence à débouler. Ça y est, j'étais présent. C'est excellent. J'avais collé, non je pense que pendant votre première année, c'était une année où je collais pas, non? Oui, vous colliez pas du tout, je vous avais jamais rencontré. Mais c'est bien comme ça, je vais pouvoir avoir un retour de votre ressenti par rapport à moi et à ce que j'en ai ressenti aussi de cette deuxième année finalement. Alors, on peut toujours essayer de discuter ça, on verra si on garde ou pas, au pire on coupe. Mais donc, on va dire, voilà, en mathématiques, en première année, il y a eu cet essai d'apprentissage par cœur du cours, trouver ça pénible, peut-être infructueux, peut-être surprenant, une certaine remise en question à la fin de la première année, quand vous avez commencé aussi à avoir confiance en vous, en votre travail, en votre ressenti par rapport à votre pratique. Vous avez dû voir que certaines choses portaient ses fruits, que certaines choses ne portaient pas leurs fruits, etc. Donc vous arrivez en deuxième année, effectivement, en mathématiques avec un nouveau professeur, une année beaucoup plus courte aussi, qui se dirige beaucoup plus vite vers les concours, parce que c'est quand même une matière charnière, dans le sens où c'est une matière qui porte un tiers des coefficients du jour du concours, donc vous avez dû quand même arriver en se disant, faudrait quand même pas que ça redégringole, enfin, ça serait con que ça se casse la gueule. Comment vous avez envisagé ça du coup? Alors c'est vrai que comme vous l'avez dit, la priorité c'était les maths, me dire qu'il fallait pas passer à côté cette fois-ci, un peu comme l'année dernière, parce que je dirais que le creux de ma première année, là où mon niveau était le plus bas, correspondait exactement au mois des concours, donc ça aurait été bête de refaire la même chose et la même bêtise. Donc je me suis dit que les maths, il fallait pas passer à côté, comme j'avais fait en première année, mais ça peut paraître assez classique comme discours. Enfin, je pense que personne n'arrive en deuxième année en se disant que les maths, on va pouvoir mettre ça de côté. Mais vraiment, j'étais très enthousiaste à l'idée de changer de professeur, de pouvoir changer de méthode, parce que la première année, la méthode m'avait pas forcément correspondu, et même si j'avais essayé de changer à la fin, j'avais besoin d'avoir une certaine confirmation de ce que je faisais ou pas, de tester ça avec un autre programme, avec une deuxième année, un autre professeur, voir si ça marchait. Donc je suis arrivée en deuxième année assez enthousiaste à l'idée d'avoir beaucoup de changements dans les professeurs. Je sais qu'il y en a certains que ça paniquait un petit peu, de se dire qu'ils étaient très bons en première année, et là de devoir tout changer, puisque tous les professeurs changent, le programme aussi. Ça peut paniquer, mais moi au contraire, j'étais plutôt positive sur le début de première année en fait. De deuxième année, pardon. C'est marrant parce que enfin, quand vous dites tout changer, je l'entends très bien dans la bouche de mes élèves, hein, effectivement, qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais malgré tout, j'ai envie de vous dire que de mon point de vue, le programme de deuxième année, c'est quand même une extension du programme de première année, où finalement on fait un peu de la couture, on prend des choses que vous avez vues de manière éparse, par exemple, vous avez vu les matrices, les espaces vectoriels, puis les applications linéaires, et finalement, moi je fais des chapitres de rappel en début d'année, donc ça me questionne un peu quand même. C'est vrai. Je pense qu'on peut parler de changement en termes de professeurs. Après, c'est vrai qu'au niveau du programme, j'aurais plus dû réemployer ce que j'avais dit au départ. C'est-à-dire qu'en première année, tout part un peu dans tous les sens. On met en place, on pose le cadre, le décor, mais il n'y a pas forcément de lien entre les chapitres, de lien entre les notions. Alors qu'au contraire, la deuxième année, elle vient faire le lien entre toutes les notions qu'on a vues. Et c'est pour ça que j'ai préféré en maths la deuxième année. C'est parce que tout prend vraiment beaucoup de sens. On voit beaucoup de notions en algèbre et poser comme ça sur le tapis, ça n'a pas vraiment de sens d'établir quelque chose de nouveau. Alors qu'en deuxième année, on nous explique ce qu'on peut faire avec. Finalement, on va plus loin dans la notion, donc c'est une vraie extension. Et en même temps, on met du sens, on rajoute une couche de sens qui pour moi a rendu la deuxième année vraiment vraiment géniale en mathématiques. Et c'est la même chose en histoire finalement.
puisqu'en histoire, on a un programme vaste, d'abord d'histoire puis de géographie, et en deuxième année, on essaye de mélanger un petit peu, de donner du sens, pour donner de vraies interprétations sur aujourd'hui et hier finalement. C'est vrai que cette introduction sèche de plusieurs notions mathématiques en première année peut vraiment rebuter. Et je pense que une solution simple, ça consisterait à essayer de faire un peu de vulgarisation en début des chapitres. Et comme ça donnera un peu envie de se mettre dans cette définition horrible qu'est la définition d'un espace vectoriel avec je sais pas combien d'axiomes, enfin une horreur comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, mais c'est aussi quelque chose que je dis aux élèves quand on parle souvent en fin de deuxième année qui ont peur du changement de professeur. Je leur dis, entre la prof de première année et moi, on n'a pas du tout le même rôle, quoi. C'est vraiment les petits engrenages, vous voyez, c'est la petite machinerie, quoi. Et puis c'est comme si moi, je prenais les pièces et puis je vous disais, ah ouais, avec ça, tu peux construire une bagnole et t'inquiète pas, on va rouler vite. Forcément, c'est quand même beaucoup Ouais, plus vendeur. c'est vrai. Non, si vous voulez, ce que moi j'ai pensé de vous en deuxième année, je vous l'ai un peu peut-être déjà dit par mail, mais c'est que je voyais que c'était propre, ce que vous me rendiez. Donc déjà, pour moi, c'est une qualité. Je vois que c'était compris. Je veux dire, la plupart du temps, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, mais que c'était bien fait. Mais effectivement, il y a quelque chose d'assez frustrant pendant toute l'année. C'est que je voyais bien les graines que vous aviez plantées, si vous voulez, mais je savais très bien, ou disons, je pressentais qu'elles n'auraient pas eu le temps de germer et de faire les légumes et les fruits au moment des concours. Mais voilà, c'est irrégulier, il n'y en a pas forcément assez. En fait, c'est comme si c'était pas assez mûr, ou tout simplement comme s'il n'y avait pas assez eu de temps. Enfin, je veux dire, si je plante un abricotier dans mon jardin et que je regarde 2 semaines s'il n'y a pas des abricots qui poussent, c'est complètement con. C'est un peu la même chose pour vous, quoi. Je me disais, elle a fait du bon boulot, hein. Moi, je passe, je vois le jardin, je me dis, putain, ça va donner des fruits. Mais quand? Ouais. Donc finalement, en mathématiques, voilà, ça s'est quand même pas mal stabilisé, dans le sens où, dans mes souvenirs, vous étiez quand même en milieu de classe, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de matières qui étaient à flot, il n'y avait pas de grosses lacunes, etc. Et là, vous apprenez que les concours vont être reportés à la fin du deuxième concours blanc. Comment vous avez vécu ce report-là, en tout cas de plus de 2 mois des échéances? Alors je dirais que dans un premier temps, euh, moi je l'ai interprété assez négativement, mais pas tant par le report des écrits, mais plus par la suppression des oraux en fait. Parce que c'est vrai que pendant l'année, on m'avait dit souvent que voilà, si je passais la barre des écrits aux oraux, ça performerait énormément. Et donc voir les oraux supprimés, je l'avais interprété très négativement en me disant que pour moi c'était terminé et que voilà, pour moi un top 3 déjà c'était largement hors de portée, et là encore plus. Mais après, dans une deuxième vague, après cette phase un peu très négative qui finalement je pense m'a fait perdre beaucoup de temps et a joué beaucoup dans les résultats, je me suis dit qu'il me restait 2 mois devant moi et que ça allait être l'occasion de faire plein de choses que j'avais pas du tout eu le temps de faire, de revoir que ce soit de l'apprentissage du cours, de faire des nouveaux exercices, de faire des annales, tout ça, c'était une vraie opportunité. Et avec du recul, je pense que ces mois de confinement, ils ont été plus que déterminants dans mon année de cube, que si j'avais pas du tout travaillé pendant ces 2 mois-là, j'aurais rien retiré de l'année de cube. Et je me pose la question de est-ce que si j'avais cubé après une année normale, entre guillemets, donc les concours au mois de mai et les oraux, est-ce que j'aurais réussi à avoir autant de plus-value? Parce que finalement, ces 2 mois-là, c'était une opportunité unique de pouvoir travailler autant. C'est un temps que j'ai pas du tout eu pendant mon année de cube. Et j'ai finalement profité de cette inertie du confinement pour la perpétuer pendant cette troisième année, en fait. Donc c'est une vraie question. Et donc au départ, j'étais très négative. Et après, j'ai réussi à en faire in fine, au bout d'un an, quelque chose de positif. Mais voilà, c'était surtout l'absence d'oraux plus que le déplacement des écrits qui m'avait un peu paniqué en fait. Est-ce que vous vous souvenez du jour ou des jours où sont tombés les résultats à l'issue de votre deuxième année? Et dans un premier temps, juste ça. Alors le jour des résultats, c'était le 5 août 2020, je me souviens. La date m'a un peu marquée. Je me souviens que les résultats, il me semble, c'était à 14 heures pour HEC. Donc j'avais regardé les résultats, mais enfin bon, personnellement j'avais peu d'espoir évidemment pour HEC, mais c'était simplement pour savoir mon rang. Et alors je me souviens plus précisément de mon rang à HEC, mais je devais être entre 2900 et 3000, donc quelque chose de pas bon du tout. Et après les autres résultats sont un peu tombés à la chaîne, et ça a été c'était un peu petit à petit, comme si on m'avait posé quelque chose devant les yeux. D'un coup, c'était non, en fait, plutôt on m'a enlevé le masque que je m'étais mis devant les yeux toute l'année, en fait. Peut-être l'illusion dans laquelle je m'étais bercée toute l'année en me disant
peut-être trop en me rassurant trop souvent, en me disant mais bah telle personne elle a réussi, pourquoi pas moi, etc. Toujours en ayant un peu trop de croyances, sans vraiment y mettre du mien, je pense, pas suffisamment. Et donc c'était finalement comme si on m'enlevait le bandeau ou comme un pansement, c'était très douloureux sur le coup. Et après, donc je me souviens que dès le lendemain, je réfléchissais déjà à est-ce que j'allais cuber, est-ce que j'intégrais, parce que j'étais classée, j'ai regardé mes classements, j'avais gardé en note mes classements des concours. J'étais 2900 à Audencia et j'étais à peine plus haut pour Schema, je crois. Je pense 500 places au-dessus, mais pas beaucoup. Donc c'était des classements, je ne sais pas si mon classement de Audencia m'aurait permis d'intégrer, je ne pense pas. J'ai pas été voir les classements SIGEN, mais ce serait intéressant. Je pense que Schema, j'aurais pu l'intégrer, il me semble. J'avais regardé, je crois que ça aurait été bon. Parce que du coup, j'ai pris vite la décision de est-ce que je cube, est-ce que je cube pas. Pour moi, c'était clair que oui. Sincèrement, c'était... La question s'est pas posée longtemps, j'ai dû hésiter pendant 1 heure ou 2, après je me disais c'est bon, je cube, notamment parce que je voulais pas rester sur un regret en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'a poursuivi toute l'année. Je voulais pas avoir de regrets sur est-ce que bah si j'avais cubé j'aurais pu avoir mieux, est-ce que si j'avais fait ça, telle méthode, si j'avais essayé ça ou ça, si j'étais sortie un peu de ma zone de confort, j'aurais pu faire mieux. Même si, attention, là je dis mieux en termes de classement d'école, mais je reste persuadée qu'il n'y a pas de meilleure école qu'une autre. On peut regarder les classements factuellement en se disant bon bah elle c'est la première, la deuxième, etc. Purement factuel en regardant je sais pas le salaire de sortie ou la dimension internationale de l'école ou les doubles diplômes qu'elle propose. Évidemment il y a un classement que les journaux font, mais je reste persuadée que il y a l'école et il y a ce qu'on en fait, notamment parce que vous parlez des gens qui arrivent dans l'école et après ils font plus rien parce qu'ils ont tout donné en prépa. Bah, c'est exactement ça. Je pense que de ce que je vois, les gens qui n'arrivent pas à poursuivre cette deuxième partie de travail en école, je pense pas que ce soit bénéfique. On a beau être dans la meilleure ou les top 5, on peut rien en retirer. Et c'est pas forcément... Du coup, le choix... Enfin, comment dire, le choix d'une école plus ou moins bonne en termes de classement, ça reste à nuancer. Je pense que l'important c'est de choisir l'école dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on se dit bah j'ai tel projet professionnel, je vais me donner à 100% dans cette école-là et je sais que ça va marcher. Je pense pas que ce soit en allant dans telle ou telle autre école mieux ou moins bien classée que ça réussira plus ou moins bien et que ça dépend vraiment personnellement. Et là ça rejoint encore une fois le choix de est-ce que je vais en prépa proche de chez moi ou est-ce que je pars plus loin. C'est voilà, c'est toujours les mêmes choix, il n'y a pas de meilleur choix, mais moi j'estimais que pour moi, j'avais encore cette curiosité, cette envie de voir jusqu'où je pouvais aller en fait. Voilà. Donc voilà, il y a eu ce lendemain où j'ai décidé de cuber. Et après, moi, ce qui a été plus dur en termes de choix, c'est plutôt le choix de est-ce que je reste au Chartreux ou est-ce que je pars ailleurs. Donc j'avais fait dès le départ, à la suite des résultats, j'ai commencé à faire des lettres de motivation, à solliciter les Chartreux notamment, donc ma prépa d'origine, pour savoir déjà d'une part si j'étais prise, si il y avait un feu vert du côté des Chartreux, pour confirmer peut-être mon choix aussi de cuber, parce que j'avais décidé ça toute seule, mais bon, il y a peu de confiance aussi. Moi, je me posais sincèrement la question, et ça, je me la suis posée toute l'année, de est-ce qu'après 2 mois à fond de confinement, de travail intense, parce que voilà, je suis pas sortie, d'une part parce qu'on pouvait pas, et même s'il y avait l'opportunité, je pense pas que je l'aurais fait. J'avais été très assidue, j'avais suivi tous les cours, et de mon côté, j'avais vraiment fait beaucoup de travail. Je me posais la question, mais finalement, enfin, si après 2 mois, j'arrive pas à en sortir quoi que ce soit, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que ça vient pas... C'est pas le fait d'avoir plus de temps pour travailler qui me manque, il y a autre chose. Donc je me questionnais sincèrement sur ce choix ou pas aussi de cuber, même si je l'ai fait, il y a quand même des doutes qui demeurent en fait. Et donc là, en termes de choisir quelle prépa, j'ai envoyé des dossiers dans plusieurs prépas. Et la seule prépa qui m'a répondu rapidement et positivement, c'était Grandchamp finalement. J'avais demandé Stan Barry aussi et Ginette. Je voulais pas demander Ginette au départ, mais c'est Timothée qui nous avait parlé d'un de ses amis qui avait justement candidaté à Ginette et qui lui avait décidé finalement d'intégrer Grenoble, mais qui à la fin de l'été avait appris une réponse positive de Ginette. Donc je m'étais dit bah pourquoi pas tenter mon dossier. Donc j'avais postulé dans ces 2 prépas là. Les Chartreux et Masséna aussi à Nice, parce que j'avais toujours cette question de est-ce que c'est pas le confort qui m'a manqué, est-ce que c'est pas l'encadrement familial qui m'a manqué finalement. Donc c'est les prépas
auxquels j'avais postulé. Donc les Chartreux, j'avais une réponse positive, donc ça avait confirmé un peu mon choix. Là, ça allait un petit peu mieux, on va dire. Après, pour ce qui est de Stan, il m'avait répondu négativement, et Ginette aussi. Et après, Grandchamp m'avait répondu positivement. J'ai eu un entretien, et voilà, donc j'avais ces deux choix, ces deux possibilités de Chartreux ou Grandchamp. Et là, j'ai longuement hésité. Je crois que j'ai gardé plus de 5 jours cette possibilité de choix, parce que j'arrivais pas à me décider. Sincèrement, c'était... honnêtement, voilà, moi je me disais, en fait, c'est le choix de... En cube, je voulais avoir un certain confort, puisqu'on connaît déjà les professeurs, le programme, le rythme, le cadre aussi. Mais en même temps, je me disais, si avec ces méthodes-là, j'avais pas réussi, il fallait peut-être que je sorte de ma zone de confort et essayer autre chose. Et donc c'est le choix que j'ai fait finalement, mais c'est pas forcément le choix le plus évident, je pense. Je pense sincèrement, je pense que c'était un des choix les plus durs de ma vie, parce que il y a beaucoup de doutes. On vient quand même, enfin moi je m'étais pris, désolée de parler comme ça, mais c'était vraiment la claque des résultats. J'étais au fond du gouffre, et prendre une décision aussi ambitieuse, ça me semblait un peu, oui, un peu ambitieux de se lancer là-dedans quand même, un peu risqué. Vous concluez très bien en disant c'était quand même une décision les plus dures de ma vie. C'est pas évident. Enfin, vous savez très bien il y a 2 tiers de votre classe qui va intégrer, qui va faire une école et tout. Est-ce que vous rempilez vraiment pour avoir la même chose, pour avoir mieux? Vous n'en savez rien. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Donc, avant que vous lanciez dans cette réponse-là aérienne et virevoltante, j'ai envie de. Vous avez dit que ça a été comme vous retirez un masque, que vous êtes un peu peut-être bercé dans certaines illusions et que Mhm. vous y avez pas mis suffisamment du vôtre. Comment vous pouvez dire ça? Euh, Parce qu'en fait, quand Timothée était venu, il mettait énormément en avant, et je le remercie pour son témoignage, sincèrement, c'était génial, moi ça m'avait vraiment motivé. Mais il mettait vraiment en avant le fait que les maths c'était pas fait pour lui, donc il avait plus laissé de côté, je dirais. En tout cas, c'est moi l'interprétation que j'en avais faite. Il avait laissé les maths de côté, mais comme les autres matières, c'était 2 tiers des coefficients quand même à pas négliger, lui il avait énormément travaillé ces matières littéraires-là. Moi je m'étais dit, bah en fait, peut-être que je peux faire sans les maths entre guillemets, même si c'est pas faisable. Peut-être que je peux avoir un niveau moyen en maths sans chercher à taper très haut, et me laisser plus de temps pour des matières avec lesquelles j'ai plus de facilité, avec lesquelles, bah oui, forcément, j'avais plus de plaisir parce que je me sentais meilleure dedans, plus à l'aise. Et donc c'est un peu le choix que j'ai fait, en me disant, s'il a réussi à rentrer en ayant... Il nous avait dit, il avait eu 10 à la maths 2, quelque chose comme ça. Je m'étais dit, bah super, moi je peux faire la même chose en ayant des notes moyennes en maths et en cartonnant dans le reste. Ça va passer forcément. Puis il y aura les oraux pour rattraper derrière. Ça marchera. Et donc je pense que c'est un peu cette illusion de me dire... de me laisser bercer, de pas chercher le meilleur en maths, qui a fait que j'ai peut-être pas fait le bon choix. Mais après, encore une fois... Comme l'année a été différente, que nos 2 années entre Timothée et moi sont pas comparables, est-ce que c'était le bon choix ou pas, je ne sais pas. Mais j'avais l'impression de m'être bercée dans l'illusion de on peut faire sans les maths en fait. Mais pour moi, je pense pas, je sais pas. Donc là, c'est bon, j'ai Alice de son environnement familial scientifique qui passe par la première année, qui fait comme ça, tac en maths, qui atterrit en 2e année, changement de prof, qui a ses résultats. Désillusion, le masque s'arrache. Là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer là? Les gens, ils sont là, ils tiennent leur bureau, ils disent popcorn, popcorn. Et donc voilà. Et donc là, je plonge dans l'inconnu, donc je suis extrêmement curieux. Donc vous rentrez en 3e année à Notre-Dame de Grandchamp. Donc changement d'environnement total. Malgré tout, vous avez déjà fait le programme en intégralité dans la plupart des matières. Bon, en philosophie, il y a un programme qui change, donc vous avez déjà des méthodes. Cette fameuse logique dont vous avez parlé, qui s'est mise en place petit à petit pour comprendre que c'était pas seulement les connaissances qui comptaient, mais aussi la façon dont vous les structuriez. Ça, c'est quelque chose que vous saviez pour acquis, que vous allez pouvoir encore parfaire pendant cette 3e année. Comment ça s'est passé le début? Est-ce que vous avez trouvé vos repères rapidement? Est-ce que vous avez réussi à vous remettre dans un rythme? Et est-ce que vous avez vu aussi des progrès, disons, en début d'année, qui vous ont conforté dans vos décisions en disant je pense que j'ai bien fait d'avoir cubé? Ouais, alors le début de ma cube, il était un peu difficile parce que j'avais gardé ce doute-là de est-ce que j'ai bien fait de cuber ou pas, et surtout est-ce que j'ai bien fait de cuber à Grandchamp plutôt qu'au Chartreux. Je suis arrivée en début d'année,
Donc comme nous les vacances avaient été raccourcies, enfin tout décalé, j'avais pas pu lire les livres de philo finalement. J'arrivais un peu en touriste dans cette 3e année parce que j'avais pas fait le DM de maths, je l'avais fait mais 2 jours avant le jour de la rentrée, alors que dans les 2 années précédentes, je l'avais déjà préparé 2 semaines avant. Donc j'arrivais vraiment un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, c'est un nouvel environnement, j'ai pas préparé. Et donc c'était un peu nouveau pour moi de pas avoir ce contrôle-là en fait, ce besoin de contrôler l'année qui allait s'écouler. Et d'autant plus que le premier DS de maths qui avait lieu 3 semaines après la rentrée, dans mes souvenirs, en cube, à Grandchamp, j'ai eu 7, je crois. Donc j'étais classée 22e sur 40, ce qui était pas bon du tout, puisque j'ai été en dessous de la moitié de la classe, donc la deuxième moitié, et j'étais cube en plus. Donc pareil, j'avais toujours ce doute-là de me dire, j'ai passé 2 mois de confinement, mais en fait j'en ai rien ressorti. Donc il y a un problème quelque part. C'était toujours ce problème qui restait, et ce doute qui persistait de est-ce que j'ai bien fait de cuber. Donc non, le début d'année, ça n'a pas du tout conforté mon choix de QB et encore moins de QB à Grandchamp parce que je me disais, j'ai pas le niveau en maths et en plus, je vais perdre du temps dans des matières que je serais censée maîtriser, mais comme je vais avoir des nouvelles approches, il va falloir que je repasse du temps dessus en fait. Donc je me disais, mince, j'ai fait de mauvais choix. Mais je me suis quand même pas laissée démonter. Je me suis dit que ma priorité c'était les maths à 100% pendant cette année de cube parce que encore une fois ça fait écho à pas l'abandon des maths que j'avais fait en 2e année, mais disons je m'étais dit un niveau moyen ça me suffit. Là je me disais il faut que je donne tout, il faut que j'arrive au niveau le maximum que je puisse avoir. Donc les maths c'était la première priorité et voilà après investir du temps dans les matières en fonction du coefficient qu'elles avaient au concours finalement. Donc je dirais que le début de l'année de cube c'était un calcul purement arithmétique finalement. J'associais du temps, de l'investissement dans des matières qui allaient me rapporter au concours. Donc c'était une gratification que je voyais purement au concours. Il y avait plus du tout cette dimension de j'adore la géopo donc je vais en faire à fond. Et je ferai après les maths à partir de 21h quoi. C'était plus du tout cette optique-là. C'était vraiment, voilà, je commence par les maths, j'y passe 4 heures et après on fera 1 heure de géopo, 1 heure de langue, 1 heure de philo, terminé. C'était l'objectif en fait. Le temps que j'investissais en maths, il devait être équivalent à la moitié du temps de travail, voire plus, par rapport à toutes les autres matières. Donc il y avait ce calcul purement... Oui, ce calcul au départ de se dire il faut que je réussisse les concours, j'ai plus de 2e chance, donc on réfléchit comme ça. Et donc on n'avait pas eu de 2e DS entre septembre et les vacances d'octobre. On a eu un DS, c'était un premier concours blanc à la sortie des vacances d'octobre. Et pendant ces vacances-là, j'avais fait énormément de maths. Un petit peu de géopo aussi, mais comme il n'y avait qu'un seul chapitre, c'était plus facile pour moi parce que évidemment j'avais l'inertie de cube, l'inertie du confinement dont j'ai parlé. J'avais fait beaucoup de sujets pendant le confinement de géopo, donc j'avais vraiment une meilleure fluidité, une meilleure approche des sujets. Donc c'était plus facile aussi pour moi, ça c'est indéniable. Même si les professeurs avaient changé, c'était plus facile. Et ce concours blanc-là, j'ai fini donc 2e de classe et 6e de promo sur 140, je crois. Mélangé ECS, ECE, ECT. Donc là, je me suis dit, j'ai peut-être fait le bon choix. Ça a enfin conforté mon choix. Ça m'a surtout rassurée en me disant que mon travail finissait par payer. En fait, c'était un peu ce manque-là que j'avais. J'avais passé tout le confinement à travailler. J'avais pas eu de résultat au concours. J'avais travaillé pour ce DS de maths, toujours pas de résultat. Et c'était enfin à ce premier concours blanc que ça venait. Donc c'était très rassurant, c'était très gratifiant, c'était une super sensation. Et non, ça faisait du bien enfin d'avoir un résultat, de se dire qu'on arrivait 2e avec une bonne note en maths, en géopo ça allait, en langue ça tenait la route, en philo, ah oui, la philo j'en ai pas trop parlé. Là je m'égare un petit peu, mais la philo en 2e année j'avais de bons résultats, j'avais cette logique-là, etc. C'était confirmé par la professeure. Mais au concours pareil, ça avait pas payé, j'ai eu 10 et 11. Pour moi c'était pas suffisant, c'est-à-dire que pour quelqu'un de moyen en philo, je m'en serais largement contentée, mais moi qui avais autant d'affinité pour la matière, qui m'était dit toute l'année je peux taper facile le 16-17, c'était une énorme déception en fait. Et donc là, en 3e année de cube, le professeur toute l'année a confirmé mes bonnes notes,
Mais toujours avec cet esprit de doute et de manque de confiance, je me suis dit je vais faire la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire que je vais majorer toute l'année. Bon, c'est pas ce qui s'était passé en deuxième année, mais en cube, c'est un peu ce qui s'est passé. J'oscillais dans les très bons en philo et je me suis dit mais je vais me ramasser au concours, ça va être une catastrophe. Et bon, heureusement, c'est pas ce qui s'est passé, mais il y a quand même ce doute qui a persisté en cube en fait. Une très grande peur de soi-même, je crois. Parce que cette question, ça fait très longtemps qu'elle dure, en fait. Ça fait depuis la deuxième année, en fait, que vous dites, ouais, mais est-ce que ça va finir par payer? Est-ce que c'est moi qui ai atteint mes limites? Est-ce que ça y est, j'ai exploité mon potentiel au maximum et quoi que je fasse, ça pourra plus monter? Mais il y a aussi, est-ce que ce qu'on me donne comme résultat pendant l'année va correspondre à ce que je vais voir sur mes copies d'écrit? Donc là, effectivement, je comprends le demi-soulagement, parce que du coup, ça vous soulage sur la partie potentielle, puisqu'on vous dit, bah, visiblement, c'est bon. Mais il y a toujours ce petit point d'interrogation qui reste sur est-ce que ça va vraiment se convertir? Donc, non, c'est très, ouais, je ressens parfaitement ce que vous avez ressenti. Alors, au niveau des progrès en mathématiques, est-ce que vous arrivez à mettre un mot sur les progrès que vous avez accomplis en mathématiques? Parce qu'il y a plein de façons de faire des progrès. Il y a gagner de l'efficacité sur les questions faciles, il y a être capable de commencer à traiter des questions un peu plus difficiles que les gens qui sont en deuxième année n'arrivent pas à faire, etc. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en troisième année? Oui, en fait, en troisième année, j'acceptais plus l'erreur en maths ou le laisser de côté par facilité, en me disant ça c'est trop dur, c'est pas pour moi. Comme j'étais cube et comme c'était la dernière année, je me suis dit tout doit être abordable, tout doit être fait et complété et compris à fond en fait. Donc à chaque fois que je bloquais sur quelque chose, je pouvais y passer énormément de temps, mais il fallait qu'à la fin j'ai compris et je passais pas à autre chose si j'avais pas compris. D'où le fait que je passais énormément de temps en maths, c'est que j'avais besoin peut-être plus de temps que les autres et surtout j'avais besoin de traiter vraiment en profondeur toutes les choses sur lesquelles je butais en fait. Et donc au début on commence sur des choses très faciles donc ça va très vite parce que on débroussaille facilement, c'est très facile comme travail et gratifiant. Et après, on passe à des sujets un peu plus durs, des démonstrations en cours qui sont plus dures, des domaines que j'aimais moins. Et donc là, tout de suite, on se fait un peu mal. Mais moi, l'objectif, c'était vraiment de me dire, ok, c'est dur, mais il faut vraiment que j'y arrive. Il n'y a pas de raison pour que ça passe pas. Et c'est pour ça que je passais énormément de temps en maths et que peu à peu, dans un sujet de top 3, j'arrivais en deuxième année, je faisais quoi? Les questions faciles. Il devait y en avoir même pas une dizaine que je traitais correctement. Et après, voilà, en cube, je me disais, petit à petit, il faut que je gratte, faut que j'aille plus loin dans le sujet et que je traite tout méthodiquement, en fait. Donc c'était cette méthode vraiment de rien laisser derrière soi. Peut-être que cette énergie de la dernière chance, c'est celle qui vous a permis aussi de ne pas vous censurer, effectivement, en disant, ouais, ça c'est trop difficile pour moi. Du coup, dos au mur, vous vous êtes dit, ben en fait, si c'est pour moi, je dois y arriver, quoi. Enfin, c'est marrant parce que ces fameuses questions que vous vous posez, c'est forcément lié à un certain manque de confiance en vous. Enfin, manque de confiance qui vient dès le départ dans la discussion, parce que ce fameux profil du branleur qui en a sous le pied, vous l'avez pas, donc vous savez dès le départ que votre profil est... Je pense que le point d'interrogation, en fait, il vient de là, si on remonte. Il se dit, si c'est pas le profil général, est-ce que c'est un profil qui a le droit de réussir comme les autres réussissent, et encore plus pour avoir les meilleures écoles? Et donc là, effectivement, sur cette troisième année, vous lui avez fait un doigt d'honneur, en fait, à ce point d'interrogation, lui disant, mais de toute façon, là, qu'est-ce que je te dis, c'est la dernière chance, on va vraiment y aller à fond. Je trouve ça vraiment... Parce que je me disais, bon, j'avais quand même cette peur de faire moins bien ou de faire pareil, mais je me disais de toute façon, si je fais moins bien ou pareil, c'est pas grave, j'intègre parce que de toute façon j'avais hésité à intégrer ou pas. Donc autant essayer de voir jusqu'où je peux aller scolairement en termes d'apprentissage de maths ou des autres matières en fait. Donc oui, il y avait cette autocensure que je n'aurais pas dû avoir en deuxième année et que j'encourage pas du tout à avoir, évidemment, parce que finalement dans les concours il y a rien à perdre, on peut que gagner une école et peu importe laquelle c'est, l'important c'est de s'y sentir bien et de voir jusqu'où on peut pousser ses limites en prépa en fait. Et c'est cette censure là qui a été très néfaste pour moi. Après, je voulais revenir aussi sur mes résultats de concours blanc. Ce premier concours blanc, je l'ai ressenti aussi comme un soupir de soulagement. Mais en fait, je l'ai eu aussi dans le changement des regards de mes camarades à Grandchamp, en fait. Parce que je suis arrivée en troisième année, j'étais très contente de changer d'environnement. Voilà, c'était de super découvertes. J'ai rencontré des amis formidables, etc. Mais en début d'année, avec les résultats que j'avais qui étaient pas bons, surtout en maths, il y avait quand même des interrogations dans la classe, dans les regards, en se disant mais c'est bizarre, elle est cube, mais elle finit 22e, c'est inquiétant. Voilà, les gens s'inquiétaient pour moi, en se disant
c'est terrible quoi. On va faire une année, mais nous aussi on va arriver à un niveau si médiocre, c'est inquiétant. Et donc il y a eu un changement de regard, l'absence finalement, la fin du doute de la part de la classe en fait, de se dire bon bah quand on cube on y arrive peut-être un peu mieux quand on s'en donne les moyens en fait. Et ça aussi ça m'a un peu rassurée, ça m'a soulagée de me dire d'accord, il y a quand même une reconnaissance du travail aussi à l'extérieur, même si je pense que c'est pas bien d'aller chercher un réconfort dans le regard des autres, que c'est très néfaste. Mais moi, ça m'avait rassurée. Je m'étais dit, ça va un peu mieux, parce que aussi dans la classe à Grandchamp, il y avait 2 autres cubes avec moi. On était 3 cubes, un qui venait de Louis-le-Grand et un de Saint-Jean-de-Passy. Et donc Ismaël, qui vient de Louis-le-Grand, il a eu un niveau fantastique toute l'année. Il avait une maîtrise incroyable du programme parce que lui, il a IQB sur EDEC et EM. Donc déjà, il avait quand même un certain niveau et il était passé à 2 points, je crois, de l'ESSEC. Donc forcément, il avait une maîtrise, un recul des notions qui inspirait forcément un respect des autres. Et de même pour Gaspard. Alors c'est vrai que moi, j'arrivais un petit peu, un peu en touriste finalement, encore une fois, dans cette 3e année. On se disait, mais la pauvre fille, qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, sincèrement, on se pose de grosses questions et moi, en retour, je me les posais aussi. C'est vrai que vous dites que rechercher confort dans le regard des autres, faut pas faire, mais ça, c'est extrêmement difficile, mais c'est plutôt dans l'autre sens qu'on prend la chose quand on vous écoute. C'est que le point d'interrogation que vous portiez en vous, enfin, vous le sentiez aussi dans le regard des gens qui ont aussi des points d'interrogation à la place des yeux quand ils se disent, ah ouais, mais finalement, même si on cube, on peut avoir que ça. Enfin, même sans chercher le réconfort dans le regard des autres, je veux dire, on peut comprendre que finalement, c'est un poids supplémentaire que de sentir que les autres, ils attendent de vous que vous soyez le cube qui est lumineux, qui va pouvoir arroser tout le monde de ses connaissances, etc. Et quand vous parvenez pas à occuper cette place, effectivement, ça peut être, ça peut être pesant. Alors tant mieux pour vous que ça se soit bien passé, mais c'est vrai que par exemple, ça donne à réfléchir sur la pertinence de cuber dans une classe de 2e année ou de cuber dans une classe de cube, par exemple, ce qui ôterait, par exemple, une certaine partie de cette pression parce que vous seriez entre pairs. Là, vous arrivez avec vous certaines attentes, mais peut-être que les autres aussi attendent de vous quelque chose de spécial, étant donné que vous ne faites pas exactement partie du groupe, et que ça a pu rajouter que c'est un peu à double tranchant finalement. Mais du coup, ouais, ça a levé le doute dans la classe, et vous, ça a quand même levé une bonne partie du doute. Est-ce que, alors après, j'ai du mal à suivre parce que moi, du coup, j'étais pas là, mais est-ce qu'il y a des moments particuliers de votre 3e année dont il faudrait qu'on parle? Parce que moi, là, dans mon idée, je me téléporte quasiment au concours, quoi. Non, pas spécialement. Je dirais que il y a eu cette première sensation de ce premier soulagement en fait des résultats qui payent enfin, de se dire que voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien et que l'année va peut-être être profitable. Donc ça m'a remise un peu en confiance. Et à partir de là, petit à petit, je me suis reconstruite un petit peu en me disant que je pouvais retrouver de nouveau énormément de plaisir et de satisfaction dans ce que je faisais, que je n'étais pas obligée de tout le temps faire ces calculs arbitraires. Et peu à peu, ça s'est remis à payer à partir du mois de janvier, février. Là, vraiment, je sentais que ça allait mieux, que ça commençait vraiment à décoller. C'est-à-dire que c'était pas seulement purement chiffré, il y avait une vraie confiance de mon côté. Même si après, encore une fois, je pense que je suis une nature peu confiante, donc il y a toujours cette interrogation-là de me dire, d'accord, j'ai de super résultats, mais est-ce qu'au concours, ça va faire la même chose? Est-ce que je vais paniquer le jour J? Il y avait toujours cette interrogation-là, mais au moins, je dirais que j'ai vécu une cube très très agréable. Ça, je peux pas le nier. Si les 2 premiers mois, il y a eu énormément de doutes, après, ça a été un épanouissement personnel énorme. Je pense que j'en ai beaucoup beaucoup à retirer, et je pense que personnellement, j'encouragerais toujours à cuber parce que j'en ai tiré énormément de positifs. Même si encore une fois, on peut écouter autant de conseils qu'on veut. Cuber, pas cuber, ça reste une question. Pour moi, je conseillerais toujours parce qu'on peut en retirer quelque chose de personnel, pas purement factuel, de se dire j'ai une meilleure école, simplement en termes de recul, à la fois sur le programme et sur soi-même, sur ce qu'on est capable de faire en fait. Nickel, excellent. J'achète à 100%. Ah, ça aurait fait des belles paroles de fin, mais elles seront encore mieux. Alors écoutez, comment vous avez vécu les écrits, sachant que voilà, pendant la 3e année, vous avez commencé à prendre de la confiance, vous avez dit normalement je devrais être capable de faire quelque chose de bien, mais vous savez très bien qu'il n'y aura pas de 4e année, donc est-ce que vous les abordez avec la sensation mission accomplie, j'ai fait tout ce que je pouvais, donc ça y est, all in, ou est-ce que vous avez encore la boule au ventre, ou comment ça se passe, l'état d'esprit avec lequel vous abordez cette dernière salve d'écrits? Alors pour les écrits, d'abord je vais parler des révisions. Pour les révisions, je pense que pendant le confinement j'ai fait une erreur qui était de m'épuiser.
Alors même si vous nous l'aviez répété, redit sans cesse, de pas s'épuiser, de faire attention, etc. Moi je m'étais dit que c'était l'opportunité de gratter énormément de temps pour pouvoir faire plein de choses. Et à 2 mois, en étant vraiment à fond dans son travail, en ayant peu de sorties parce que le contexte le permettait pas aussi, et en étant à la maison, ça a pas permis de repos mental ni physique. Et donc je suis arrivée vraiment épuisée au concours, et ça j'ai pu m'en rendre compte qu'en 3e année. Et en cube je me suis dit les révisions c'est hors de question que je fasse pareil, et ça va être le repos à fond. Et de toute façon je me disais que j'avais eu toute l'année pour travailler, c'était pas les 3 semaines avant qu'allait changer radicalement dans mon cas. En tant que carré, je pense qu'on peut faire des choses, gratter pas mal du niveau, mais en cube, je pense qu'on a exploité suffisamment de temps, surtout que j'avais eu le confinement en plus, donc j'ai eu énormément de temps. Donc c'était repos à fond. Je faisais super attention au sommeil, je sortais 1 fois par jour, m'aérer, marcher, courir, peu importe. Je prenais du temps en famille. Je faisais énormément attention au repas aussi, même si ça, je faisais attention pendant le confinement. Là, c'était important de manger copieux, hyper énergétique, de respecter, avoir une hygiène de vie essentielle. Et donc ouais, sur le sommeil, sur la nourriture et sur les sorties, ça j'ai fait super attention pendant la révision. J'ai pas cherché aussi à m'éparpiller à droite à gauche en me disant il faut que je fasse plus parce que je suis cube. Là c'était terminé, il fallait que j'arrive sécurisée sur mes notions, donc on revoit le cours, on revoit les 2-3 trucs sur lesquels j'ai bloqué, et terminé. Par contre, pendant la semaine des écrits, j'avais quand même ce stress. Donc ça, c'est indéniable. Je pense à tous les concours, on peut pas arriver serein. J'étais quand même stressée. Mais pareil, j'ai fait attention au sommeil, à la nourriture. Parce que c'est vrai que pendant les écrits, j'avais la boule au ventre. Enfin, j'étais serrée. Et même si j'avais faim, c'était impossible de faire rentrer quoi que ce soit. Ça passait pas, en fait. Alors que je mourais de faim, je savais qu'il fallait que je mange, mais ça voulait pas quoi. Et donc c'était la première fois que je m'avais que je me forçais à manger en me disant là il y a plus le droit à l'erreur, il faut manger parce que dans 3 heures j'ai l'épreuve de maths et je peux pas arriver en ayant faim, sinon je serais à 0% de mes capacités. Donc c'était faire attention à cette hygiène de vie là. Ça paraît évident, sincèrement je pense que toute personne qui va écouter ce discours va se dire ça tombe sous le sens, je le savais en plus, mais tant qu'on ne fait pas la démarche réelle de se fixer en se disant c'est 8 à 9 heures de sommeil obligatoire, si on le fait pas une première fois, on le fera jamais en fait. Quelqu'un qui a beaucoup de temps, ça lui paraît naturel de bien manger, de bien s'alimenter. Mais quand vous êtes soumis au stress et à la tentation de vous dire ah ouais mais je pourrais peut-être réviser un peu plus, n'importe quoi, les heures de sommeil, hop, elles se grattent, elles se grattent. Et puis cette fameuse boule au ventre dont vous avez parlé, je veux dire, tout le monde la connaît, tous les gens qui ont été soumis au stress, ils la connaissent. Et il faut manger. Enfin, je veux dire, quand vous passez des concours, votre cerveau il carbure à 100%, vous cramez je sais pas combien de glucides. Vous ne mangez pas. Au bout de 3 heures, vous allez avoir l'esprit complètement blanc, juste hypoglycémie. En fait, c'est pareil. C'est pareil sur les courses cyclistes et des trucs comme ça. Enfin, faut arriver à passer au-delà de cette fameuse boule au ventre. Il faut se dire, voilà, mon corps a besoin de carburant pour fonctionner. Je ne mange pas, ça ne fonctionne pas. Mais je trouve ça chouette que vous n'ayez pas parlé en particulier des disciplines parce que c'est exactement ça. Le travail académique, il a été fait avant. Donc là, il s'agit juste de pouvoir exécuter correctement, de mettre son corps et son esprit dans de bonnes dispositions pour faire ce que vous avez fait pendant 3 ans. Donc voilà, vous terminez les écrits. C'est toujours extrêmement difficile d'évaluer sa performance. La vérité, c'est que personne ne sait rien. Donc vient cette période assez étrange de préparation aux oraux à l'aveugle jusqu'aux admissibilités. Quel était l'état d'esprit que vous aviez à ce moment-là ? Et aussi, peut-être éventuellement parler un peu de l'état d'esprit de la promotion, parce que ça dépend beaucoup de la dynamique de groupe. Est-ce que tout le monde se dit, on prépare les oraux ensemble et on va cartonner? Ou alors, comme j'ai eu cette année, une promo qui se sabote elle-même, où vous sentez très bien que les mecs sont là parce qu'on leur a demandé de venir, mais que personne n'y croit. Ok. Donc à la fin des écrits, comme je l'avais dit, mais je vais peut-être expliquer plus en détail. À la fin des écrits, pour moi, c'était beaucoup de tristesse. Je me souviens que je me disais, mais j'ai manqué quelque chose. J'ai sûrement fait pareil, voire pire que l'année dernière, parce que dans les épreuves en maths, la maths 1, j'étais assez contente. J'étais sortie très contente. J'avais donné le maximum que je pouvais faire. Les langues, ça allait, la philo aussi. J'avais tout donné. En géopo, y a une des deux où je me disais franchement j'avais donné à fond. L'autre, tout le monde avait été surpris du sujet, donc je me disais ça dépendra, on peut jamais savoir. Mais par contre la maths 2, ça a été un gros stress. Moi je suis sortie de la maths 2 en me disant c'est terminé,
clairement là je peux rien espérer parce que je l'avais mal géré et je m'étais sentie un peu désarçonnée alors que j'avais beaucoup d'expérience sur les épreuves de maths de top 3, que ça peut être désarçonnant, mais là je m'étais noyée toute seule en me disant bah j'y arrive pas, panique totale, à retourner le sujet en se disant il faut que je trouve une question que j'arrive à faire en fait. C'était beaucoup de perte de temps. Donc je m'étais dit bah j'ai pas eu le bon état d'esprit dans cette épreuve-là, et même si j'ai fait des questions, j'étais pas dans l'épreuve, j'étais pas dedans, ça marchera pas. Donc c'est surtout cette épreuve-là qui me paniquait énormément. Et pour en rajouter une couche allègrement, c'est que la maths 2 elle compte pour toutes les écoles. Donc pour moi c'était cerise sur le gâteau, c'est fantastique. J'ai fait la totale quoi. Au lieu de rater juste une épreuve marginale, j'ai raté une qui compte pour tous quoi. Donc voilà, c'était beaucoup de stress et peu d'espoir. Je me souviens que j'avais peu d'espoir pour les résultats. Donc je suis arrivée en préparation d'oraux en me disant bon bah c'est inutile. Là, je parle avant de rencontrer tout le monde en promo. Hein. Toute seule, je m'étais dit mais qu'est-ce que je vais faire ? Enfin, je vais me présenter devant les profs, je vais aller en colle. Mais j'ai juste honte, j'avais qu'une envie, c'était d'expliquer aux profs que moi ça servait à rien de me préparer, autant passer du temps avec d'autres parce que j'étais une perte de temps. Sincèrement, je me voyais comme une perte de temps pour les autres. Et arrivé donc en prépa, à Grandchamp, on est séparés donc pour la préparation des oraux en groupe de 6 qui sont faits plus ou moins en fonction des niveaux en fait et en fonction des espérances que la prépa a et la confiance qu'elle a en nous. Donc comme j'avais eu des bons résultats dans l'année, j'étais dans un bon groupe. Mais moi je me sentais pas à ma place, je me sentais pas légitime d'être dans ce groupe-là en fait. Pour autant, j'ai une très bonne amie de prépa à Grandchamp que j'ai rencontrée et elle a changé beaucoup de choses dans ma méthode de travail parce qu'on est arrivé aux oraux et elle m'a dit mais moi je vais tout tenter, je vais faire comme si je vais faire table rase, on va oublier et je vais faire comme si j'étais admissible. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là de se dire bah on a du temps, on va pas rien faire, on va pas attendre 1 mois et demi que les résultats tombent. Il faut occuper ce temps-là, quoi. Il faut se dire bon bah on a 1 heure, on va faire des maths, puis une demi-heure là, on va faire des langues, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné en binôme, en se faisant des calls à deux d'anglais. Donc on faisait des calls d'entraînement en langue, on faisait des calls de maths à deux. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre ? Des sujets d'histoire aussi. Après, pas forcément sous format de colle, par exemple en anglais, juste on débattait d'un sujet pour travailler la langue, la fluidité, etc. Et toujours dans cette optique-là de se dire on a du temps, on va pas le perdre, c'est trop bête. On va pas passer du temps à vider les séries sur Netflix, on n'est pas là pour ça. Il nous reste encore 1 mois et demi à tenir, on peut au moins l'occuper à faire du travail. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvée. Parce que je me suis dit il y a du temps, il faut l'occuper. C'était pas tellement dans l'optique de j'y crois, c'était vraiment je fais toujours le maximum, peu importe que ça marche ou pas, au moins il y aura pas de regret. C'était encore cette optique-là de pas de regret que j'avais eu en cubant. C'était pas de regret après les écrits parce que si les résultats tombent, je vais me retourner et je vais voir les 1 mois et demi qu'on passé et ce sera la catastrophe quoi. Donc c'était cette optique-là qui m'a vraiment sauvée. Et après dans les groupes de 6 à Grandchamp, on avait des cols, des blocs de cols qui étaient réservés. Donc là aussi, on gardait quand même un rythme qui me forçait à travailler. Donc ça a été vraiment une chance d'avoir cet encadrement de la prépa et cet encadrement sain avec un binôme qui marchait en fait, qui a été salutaire pour moi, je pense. Ah bah ouais, enfin, vu comme je l'entends, ça change tout. Je veux dire, vous arrivez en vous disant tout est foutu, j'ai raté la maths 2, de toute façon, je suis une perte de temps, avec quelqu'un qui est capable de trouver la force de se dire, je vais faire comme si j'étais admissible à tout, et on va tout oublier, et on va y aller à fond. C'est la chance de votre 3e année, hein. Enfin, Je la remercierai jamais assez et elle a une force mentale qui est énorme, que moi j'avais pas du tout. Par exemple, moi je lui disais, bah voilà, j'ai des carrés qui sont à l'ESSEC ou à l'ESCP, je peux les contacter pour que ils nous parlent de l'école, pour qu'en entretien on puisse en parler. Et moi je lui disais, mais on attendra les résultats, je les contacterai après, parce que entre les résultats et les oraux, il reste entre 5 à 10 jours. Je lui disais, entre 5 à 10 jours, on a largement le temps de se préparer pour les épreuves. Et elle me disait, non, 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 on les contacte maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'était une force incroyable de caractère qu'elle a su transmettre en plus, donc c'est vraiment énorme. ah, ça fait plaisir. Ouais, donc je savais pas ça. Donc super bien, super bien. Donc vous voulez raconter ce 5 août là 2020, donc les admissions. Donc là, comment ça se passe le jour de vos admissibilités? Est-ce que vous vous souvenez, voilà, de ces admissibilités-là
et l'état d'esprit que vous aviez en découvrant un à un les résultats? Euh, je vais le faire en détaillé parce que ce jour-là, donc moi, même si j'avais travaillé pendant les 1 mois et demi, je gardais au fond de moi cette idée que je serais admissible nulle part en top 5, top 3. Je me faisais pas d'illusions, je me disais que de toute façon, il fallait pas trop avoir d'espoir et que c'était terminé, même si j'avais fait le maximum, bah tant mieux, mais voilà, les résultats, ils étaient tels que je les imaginais. Et à 14h, on savait que les résultats de l'ESCP étaient à 14h. Donc je me connecte et là, mes identifiants ne marchaient pas. Mon nom n'est pas reconnu par le navigateur et là je me dis, j'ai un petit flashback de l'épreuve de synthèse qui est spécifique à l'ESCP et je me souviens de ce fameux code barre qui était un peu effacé. Et là je me dis, super, ils ont pas corrigé ma copie, copie non acceptée, c'est pour ça que je suis pas enregistrée à l'ESCP. Et je me dis, nickel, c'est génial. C'est fantastique, donc non seulement j'aurai pas de top 5 et en plus j'ai loupé une école, enfin la totale, j'ai vraiment bien réussi cette année de cube. Et là je vois par message on me dit vite vite, résultats d'HEC sont tombés alors qu'ils étaient prévus pour plus tard. Et là je me dis bon bah on va aller voir, de toute façon le CP c'est terminé. Et je me connecte et là je vois que j'étais admissible. Et c'était trop bizarre comme émotion. C'était, je sais pas, des pleurs et de la joie en même temps. Enfin, je savais pas où j'étais parce que j'avais fait le choix de rester toute seule chez moi. J'étais chez l'habitant à Versailles puisqu'il n'y a pas d'internat à Grandchamp. Je voulais pas être avec les autres. Je voulais pas, toujours dans cette optique de, je voulais pas pleurer devant eux, leur imposer leurs résultats, alors que tout le monde allait sauter de joie. Ça c'était hors de question. Donc, je voulais vraiment être toute seule. Donc je sautais toute seule dans l'appartement en sachant plus trop quoi faire. Et j'étais super contente. J'étais classée 561 du coup à HEC. Et pour moi c'était inespéré. Enfin, en 1 heure je passais de jour et rien à je suis admissible. Donc c'est très bizarre comme émotion. Voilà. Et après j'ai enfin réussi à me connecter pour le SCP parce que c'était une erreur de navigateur et c'était Firefox qui marchait avec le SCP. Là cette fois-ci ça marchait. Et pareil, donc le SCP on n'avait pas les rangs, mais je savais que j'étais classée, en tout cas admissible. Donc je me disais bah nickel, j'ai 2 parisiennes, j'ai 2 chances, c'est génial. Et après il y a eu les résultats de l'EDEC et de l'EM, là aussi c'était positif, j'étais super contente. Et l'ESSEC c'était le lendemain, mais ça avait pas trop d'importance pour moi parce que je savais que j'avais déjà 2 chances en parisienne, c'était énorme, c'était inespéré. Et surtout j'avais l'EDEC et l'EM quoi, donc je me disais bah je vais pouvoir tenter 4 chances, c'est énorme. C'était inespéré. Et non, c'était des super émotions, ça faisait plaisir. Ça changeait quoi. Ça changeait. Et les secs, du coup? Et les secs, donc c'était le lendemain, le vendredi à 18h. Et là, ça a été positif aussi. On n'avait pas les rangs, mais j'étais super contente. Et j'étais d'autant plus contente que moi, je suis arrivée à l'esprit aux oraux d'HEC, mais j'aurai le temps peut-être d'en discuter un peu plus tard avec vous. Avec l'esprit de me dire que à HEC, il y a la moitié qui part aux oraux. Et que du coup, fallait tenter le tout pour le tout, mais pas trop se faire d'espoir non plus. Dans le sens, on a l'énergie suffisante, mais pas se mettre la rate au courbouillon en se disant il faut que j'ai ça absolument. Moi je me disais j'ai une énorme chance de me présenter aux oraux. Voilà, j'ai suffisamment travaillé pour être admissible, donc on va tenter le tout pour le tout aux oraux. Par contre, j'étais plus stressée pour les secs, c'est pour ça que j'étais encore plus contente de l'avoir. C'est que j'avais toujours en tête le témoignage de Timothée, avec des étoiles dans les yeux sur l'école, et en plus je me disais à l'ESSEC, il y a 80% d'admissibles qui finissent admis. Je me disais, ce serait trop bête de passer à côté. Enfin, là pour le coup, ce serait bête. Donc je me mettais plus la pression pour l'ESSEC que pour HEC finalement. Oh, le chemin, il a été tellement, tellement long finalement. Réfléchissez à votre première année. Mais même déjà, dans votre entourage familial, il y a ce point d'interrogation, vous faites une filière que personne ne sait ce que c'est. Ça commence bien. Je veux dire, donc la première année, avec ces méthodes de travail en mathématiques, où c'est olé olé. La deuxième année, l'absence d'oraux qui vous sèche complètement. Ouais, c'est long. Donc vous remettez quand même le couvert une troisième année. Il y a toujours ces hauts et ces bas en se disant, est-ce que finalement ça va marcher, ça va pas marcher? Votre manque de confiance légendaire, du coup, parce que là, on est quand même à un stade très haut, vous dit, je n'aurai même pas de top 5. C'est-à-dire que vous êtes quasiment major dans Notre-Dame de Grandchamp. Mais bien entendu, d'un point de vue logique, c'est évident. Les majors à Grandchamp, ils finissent à schéma. Bien sûr, j'allais vous le dire. Et puis là, donc, du coup, vous foirez la maths 2
vous arrivez complètement désespéré. Putain, il y a cette personne-là qui vous soulève par la paupière comme ça, là, tac, hop, qui vous dit, oh là là, non, 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 tu vas pas faire ça, tu vas pas te saboter tes admissions. Je pense que c'est la sensation de perdition, de se retrouver un peu KO, mais cette fois dans le bon sens. C'est pas le masque qui s'arrache et c'est douloureux, c'est en fait, vous prenez 3 pains dans la gueule, mais bizarrement, ça fait du bien, quoi. Parce que cette fois, c'est du bon. C'est incroyable. Donc, oui, d'accord. Donc, vous avez très bien expliqué que HEC, c'est en bonus, parce que vous savez très bien qu'il y a un taux de rétention faible. Les secs, vous savez très bien que vous avez qu'une seule chance sur 5 de pas passer, donc vous dites, ce serait quand même con que je sois cette personne sur 5 qui passe pas, donc ouais, plus de pression. Le SCP, on va dire en backup, donc j'imaginais bien, et puis je vous dire, au pire, j'aurai toujours un top 5, ça sera formidable. Donc ouais, je comprends très bien cet état d'esprit-là. Alors j'en avais parlé avec Clara, justement, de ces euros d'HEC, parce que elle était dans une situation similaire à la vôtre. Et en fait, elle s'était attachée à une phrase, parce que les étudiants s'attachent souvent à des phrases que les professeurs disent, on ne sait pas pourquoi. Et je lui avais dit en mathématiques, Clara, vous aurez une note polarisée. Le problème, c'est que quand elle commençait à dire une connerie, ça tombait par grappe, et là, je me dis, c'est 4 sur 20. Par contre, si elle restait dans son domaine, c'était très brillant, c'était très, très beau, et je me dis, elle aurait plus de 16, quoi. Donc, c'était très simple. Pour moi, elle aurait soit moins de 4, soit plus de 16, et voilà. Et en fait, elle s'est dit, tiens, mais c'est pas con ça, de toute façon, il va falloir que je remonte pas mal de places. Alors autant essayer de prendre du plaisir pendant mes euros et je vais tenter une approche polarisée pour chaque, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de sortir du lot, de faire des choses un peu audacieuses, en me disant de toute façon, si je fais quelque chose de normal, si je fais un truc plan-plan, je ne remonterai pas de place, donc ça ne passera pas. Donc je vais essayer de faire un truc un peu qui sort du lot en se disant de toute façon, et finalement c'est passé, cette fille a intégré très brillamment. Alors comment vous, donc ces euros à HEC en bonus, vous les avez abordés? Est-ce que vous avez cet état d'esprit un peu qui ressemble à celui de Clara? Ou est-ce que vous êtes dit, je fais ce que je sais faire pendant toute l'année? Ce que vous avez fait en col avec votre binôme? Comment vous avez abordé tout ça? Alors, comment j'ai abordé tout ça? Oui, il faut savoir quand même que donc on a eu les convocations un mardi et moi je passais en session 1 le lundi suivant. Et donc là, même si je me disais c'est le bonus, je me disais quand même ça pique. Ça va être terrible parce que j'avais pas entre guillemets d'entraînement d'autres écoles qui étaient possibles avant, puisque le vendredi de cette semaine-là, on passait les tests de l'ESSEC et moi j'avais pas envie de me rajouter de la fatigue en plus. Toujours dans cette optique de me fatiguer à la fois pour l'ESSEC et pour HEC, c'était hors de question. Et en plus, je considère que les oraux, c'est jamais en entraînement. Enfin, on y va, c'est du sérieux. Peu importe l'école, il faut le faire à 100%. Donc, c'est en conséquence de la fatigue, en fait. Donc, j'ai décidé de pas passer d'oraux avant. Et je suis arrivée le dimanche soir, on est logé sur le campus d'HEC. Et l'état d'esprit que j'avais, c'était que c'était du bonus, que j'étais là... J'avais une chance énorme d'avoir été admissible. C'était pas le cas de tout le monde dans ma promo. C'était pas le cas des 2 cubes qui étaient avec moi dans la promo. Et donc je me disais, ce serait bien de montrer que je suis contente d'être là, de tisser un lien avec le jury, de faire les choses proprement, mais en même temps de pas hésiter à ajouter ma touche personnelle parce que c'est une chance unique, ça se présente pas 2 fois dans une vie, donc autant donner le maximum, donner tout ce qu'on a. Mais il y avait quand même toujours une appréhension en se disant je suis session 1, j'ai pas non plus carburé à fond dans les révisions pour les oraux. J'avais cette peur d'arriver avec des gens qui ont un super niveau, alors que moi je me sentais un peu comme une imposteur au milieu de tout le monde en me disant oui, c'est sur un malentendu c'est passé, j'ai dû avoir un 17 en philo qui a été mis derrière les fagots, mais c'est pas du tout légitime. Donc voilà, je me sentais pas à ma place et il y avait quand même cette appréhension qui demeurait, mais ça restait du bonus. Donc et d'autant plus que comme on était cube sans oraux, je me disais j'ai jamais vécu les oraux, je sais pas ce que c'est. Alors certes on a l'école pendant l'année, mais je me disais les jurys ils en attendent peut-être plus quoi, parce que en col on peut avoir une deuxième chance, on peut avoir une explication et tout. Là les oraux on se fait sortir, terminer, la porte elle est claquée, c'est fini quoi. Donc voilà, il y avait quand même c'était un mélange de stress et de se dire c'est la chance d'une vie, donc autant donner le maximum et se donner à fond et y prendre un peu de plaisir aussi, parce que moi j'ai toujours préféré les oraux aux écrits. Je trouve que c'est plus satisfaisant d'être devant quelqu'un, déjà de pouvoir tâter le jury, savoir s'il est complètement en train de s'endormir, y mettre du sien encore plus, alors qu'aux écrits, on a écrit,
c'est sur la copie. Marcel qui corrige, il est content, il est pas content. Il y a quand même une zone de fluctuation qui est présente, quoi. Et on n'a pas la main dessus. Alors que aux oraux, je trouve qu'il y a plus la main, ce pouvoir de pouvoir se vendre, de pouvoir tisser un lien avec le jury. Ça, c'est important de savoir communiquer une certaine, pas une empathie, mais une certaine émotion au jury. Je pense que c'est important. Arriver aux admissibilités d'HEC, les connaissances, elles sont là. Je veux dire, on n'est plus là pour vous tester sur est-ce que vous savez la fin de la guerre d'Algérie. Ça, c'est terminé. On estime que c'est acquis. On évalue une deuxième compétence qui est est-ce qu'on est capable d'être présent, est-ce qu'on est capable de se vendre, pareil, d'attirer l'attention aussi. C'est important de capter l'attention du jury, quoi. Si ils en sont à leur 3e café et qu'il est 17h, bon bah voilà, là il va falloir carburer, quoi. Et c'est à nous de le faire, c'est à nous de donner le maximum d'énergie. Et c'est pour ça que les oraux, ça me plaisait plus, c'était ce meilleur contrôle du résultat, en fait. Est-ce que ce doute, quand même, c'était un peu ôté à la fin des oraux, où vous avez quand même trouvé l'exploit de vous dire j'ai fait tous les oraux, mais j'aurai quand même rien? Alors toujours dans cette optique de confiance, moi les oraux d'HEC, j'ai commencé par la philo et le triptyque le lundi matin. Donc la philo, je suis sortie, bon là j'avais peu d'espoir et là c'était pas en temps de se dire c'est la catastrophe, c'est tant pis, etc. Là c'était vraiment une déception personnelle parce que la philo, j'ai beaucoup d'affinité avec la matière et j'avais envie de montrer au jury que j'aime beaucoup ça, que je m'intéresse énormément dans la matière. Donc là, c'était vraiment une déception personnelle, pas tellement une déception académique de se dire c'est fini. C'était vraiment... c'est vraiment dommage d'être passé à côté de ça et d'être passé à côté justement de montrer qu'on aime la matière et de faire sentir au jury qu'on est à l'aise avec la chose. Là, c'était une déception personnelle. Après le triptyque, pour le coup, ça allait. Je trouvais que j'avais donné le maximum. Encore une fois, dans cette idée de bonus... j'avais fait tout ce que je pouvais, j'avais appliqué tous les conseils, les entraînements qu'on avait fait, voilà, j'étais pas tombée dans les grands pièges en tout cas. Et le lendemain, j'avais anglais et allemand. Donc anglais le matin, allemand l'après-midi. En anglais, j'avais tout donné, voilà, pareil, dans cette optique de transmettre une émotion, etc. En allemand, c'était un peu plus laborieux, mais je savais que je pouvais pas non plus faire illusion de mon niveau d'allemand, même si j'aime beaucoup les langues. Au bout d'un moment, on peut plus cacher certaines lacunes. Donc, j'essayais au moins de mettre de l'entrain, de montrer que j'étais dynamique dans la réponse aux questions, que j'étais volontaire dans la matière et que même si je fais des erreurs par-ci par-là, il y a quand même une envie de parler la langue. Donc, j'essayais de faire de la présence au moins en allemand. Mais ça me décourageait pas trop parce que l'allemand, il est coef 3 sur les oraux. Donc c'est le plus petit coef et je me disais ce sera pas discriminant. C'est pas grave, j'ai donné le maximum, ce sera pas discriminant. Donc finalement une journée qui se termine bien. Et le lendemain matin, là j'ai géopo, épreuve de géopo. Là pareil, j'aime beaucoup la matière et je me disais que c'est l'occasion pour moi de faire un truc super, au moins dans le plan. Après les questions, ça dépend moins de nous, mais au moins dans le plan, je vais tout donner. Et face au sujet, j'étais contente, c'était un sujet assez large. J'avais peur de tomber sur un sujet un peu niche, un peu qui va chercher dans des choses qu'on connaît pas. Là, pour le coup, j'ai eu de la chance. Je me suis dit, nickel, j'ai encore plus de chance, je vais tout donner. Pendant la préparation, j'étais super contente. Je ficelle mon truc logique. Voilà, je fais des choses qui découlent finalement. Je vais sur les 3 plans, à la fois historique, géographique, géopolitique. Je fais une belle ouverture, tout ça. Donc, vraiment très contente. Pendant l'oral, pareil, j'essaye d'être claire, posée dans ce que je dis. Je fais attention, donc pour moi, jusque-là, un sans faute. Et arrive le moment des questions. Et là, là, on m'a cuisiné, mais sévère. Le jury a pris un plaisir. En fait, le jury m'a désarçonné dès le départ parce que première question, et ils me disent, donc mon sujet, c'était sur la science internationale. Et ils me disent, mais vous pouvez nous redonner la définition de la science pour vous parce que c'est pas clair du tout. Et là, je me suis dit, yes, je viens de passer 10 minutes sur un sujet qui, quand même, le mot science, c'est la clé du sujet. Et le jury n'a pas compris la définition que j'essayais de donner. Ça veut dire que moi, j'ai pas été claire. Ça veut dire que j'ai parlé 10 minutes dans le vide, que ce que j'ai dit derrière, ça sert à rien. Là, je me dis, mais nickel, quoi. Franchement, bien joué, ça commence bien. Donc j'essaye de redonner une définition en essayant d'être diplomate, hein, parce que il faut pas dire au jury je l'ai déjà dit, terminé. Il faut garder aussi cette humilité là de se dire je me suis mal exprimée, donc il va falloir faire autrement et
pas forcément changer de définition, puisque peut-être que le jury essaye de nous piéger, de voir si on reste sur nos positions, mais garder la même tout en essayant de clarifier, etc. Donc c'est un peu marcher sur des œufs à ce moment-là, en réalisant que peut-être qu'on a fait une grosse erreur de définition, ce qui pourrait être largement préjudiciable pour toute la suite, quoi. Donc c'était désarçonnant, et donc après pendant les questions j'essayais de pas perdre la face, mais quand même je me disais voilà, c'est pas grave, on a fait le maximum. Et arrive la dernière question sur le GIEC. Première question sur le GIEC, c'était est-ce que vous pouvez nous donner la définition de l'acronyme du GIEC? Et là, moi, je savais ce que ça voulait dire en anglais, mais pas... donc en anglais, je connaissais le détaillé de l'acronyme, mais pas en français. En français, je savais pas. Et pendant une seconde, je me suis dit, est-ce que je dis quand même en anglais, ou est-ce que je dis rien? J'ai choisi, et là je l'ai beaucoup regretté, j'ai choisi de rien dire, de dire que je savais pas, alors que je pense que j'aurais dû dire que je le savais quand même en anglais, au risque de me prendre une réflexion en disant vous savez mieux parler anglais que français, etc. Mais au moins montrer que je connais le sujet. Ça j'aurais dû le faire. Et après, deuxième question, il me demande quelle est la position du GIEC sur certaines questions climatiques, etc. Est-ce qu'ils ont une position ambiguë ou pas? Et moi je savais pas du tout. Et là, comme j'avais fait le premier choix de pas bluffer, là je me suis dit on va tenter pour le tout, on va quand même bluffer cette fois-ci, et je me suis lancée dans grosse erreur, deuxième erreur pour le finish. Je me suis dit on va quand même tenter une réponse, et j'ai dit voilà, c'est un groupe de scientifiques qui sont sérieux, il n'y a pas d'ambiguïté, etc. Et là le membre du jury se lève, il me rend ma convocation et ma carte d'identité, il me sort et il me dit vous regarderez quand même la position ambiguë du GIEC sur certaines questions environnementales. Je vous remercie. Et il claque la porte, et voilà, c'était terminé. C'était terminé pour moi. Voilà, donc terminé en beauté, ça s'annonçait pas très bien pour moi. Là c'était le premier gros doute que j'avais sur les oraux. Je me suis dit, je savais, il y avait l'épreuve de maths qui allait arriver l'après-midi. Je savais que je pouvais pas compter sur les maths pour taper une bonne note. La géopo c'était terminé. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave, j'ai donné le maximum, tant pis, c'est juste dommage. Et après, je vais à l'épreuve de maths, et là, pareil, toujours cette énergie du désespoir de se dire, ok, on donne tout, c'est pas grave, maintenant, je peux pas apprendre une définition à la dernière minute, c'est terminé, donc on va faire le maximum. Et là, rebelote, j'estime avoir eu de la chance, parce que je suis tombée sur un sujet sur les densités, et moi, c'est un sujet que j'aime énormément. Et donc, densité mêlant algèbre bilinéaire, donc deux sujets que j'adore, que je maîtrise super bien. Et je me suis dit, nickel, on va tout donner et on va montrer que ça va. Donc l'exercice se passe super, je le termine en entier, voilà, je suis vachement en confiance. Par contre, la QSP, c'était un peu le bourbier. Là, je suis restée... je savais qu'il faut pas rester de marbre et qu'il faut essayer de montrer qu'on est actif. Donc moi, je me suis montrée active dans la QSP, même si globalement, j'ai rien fait. Globalement, j'ai répondu... Il y avait 2 questions, j'ai pas répondu à une seule des questions. Mais voilà, j'ai essayé de tisser le lien avec le jury en disant j'ai telle piste, machin, etc. En faisant de la présence pareil. Et je suis sortie, je me suis dit c'est qui tout double de toute façon, enfin je peux rien y changer, et j'ai donné le maximum que je pouvais faire. Et là j'ai pas eu le temps beaucoup de me reposer, parce que le lendemain on avait l'ESSEC, on enchaînait direct. Et là l'ESSEC, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui me stressait énormément de la louper de si peu. Donc j'étais beaucoup plus stressée aux oraux de l'ESSEC. Alors je sais pas si vous voulez que je détaille, mais voilà, les oraux se passent, l'entretien de l'ESSEC il est assez long, et je m'étais pareil fait un peu cuisiner en essayant de montrer que je tenais la route, que mon projet professionnel il tenait la route, mais pareil, enfin pas vraiment de grandes espérances, en me disant pareil, j'ai donné le maximum, c'est juste stressant de se dire je pourrais passer du mauvais côté de la barre et si proche, quoi. Et après j'ai eu un jour de répit, et ensuite j'ai eu le SCP. Et à l'ESCP, là, je me suis dit quand même, c'est ma dernière chance de parisienne, il faut quand même que ça cartonne. Mais je sais pas pourquoi, les oraux de l'ESCP se sont mieux passés. En entretien, ça allait mieux, j'étais plus en confiance. Alors j'ai mis ça sur le coup de l'entraînement entre guillemets que j'avais, de l'expérience que j'avais eue à l'ESSEC. Du coup, je tombais pas dans les mêmes pièges. J'étais plus présentable en oraux. Voilà, je savais que quand on me faisait telle réflexion, il fallait répondre comme ça, etc. C'était plus facile. Donc les entretiens, le SCP ça s'est mieux passé, et là pour le coup le SCP je suis pas me sortie en me disant je l'aurai pas. Là je me suis dit vraiment il y a quand même une chance que je l'ai, donc ça j'étais contente. Pour une fois j'étais assez contente. Et après j'ai passé EM et EDEC avec des intervalles de 5 jours, et là pendant les 5 jours qui séparaient à chaque fois le EM et l'EDEC,
J'ai choisi vraiment de me reposer, de pas travailler, de pas en faire plus parce que pareil, dans l'optique de c'est terminé, il n'y a pas besoin d'en faire plus et que les oraux, l'important c'est d'être reposé et pas de montrer telle ou telle connaissance. Et de toute façon, je pense que pas devenir bilingue en allemand en 5 jours, c'est une illusion. Donc voilà, c'est le choix que j'ai fait et je le regrette pas. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que je dois intégrer les classes préparatoires? Et donc, il y a des discussions qui se font. Il y a des derniers de classe qui ont très bien vécu leur classe préparatoire, des derniers de classe qui l'ont très mal vécu, des gens qui sont en tête de classe qui l'ont très bien vécu, des gens qui sont en tête de classe qui l'ont très mal vécu. Mais très bien vécu, très mal vécu, c'est très relatif parce qu'en fait, c'est plus ou moins indexé avec le nombre d'embûches qu'ils ont eu sur leur chemin, le nombre de difficultés qu'ils ont eu à surmonter, et bien entendu, quand vous avez une difficulté à surmonter, la souffrance, on va dire, ou l'inconfort, la période de remise en question, je veux dire, les moments où vous étiez peut-être au fond du trou, etc. Ce qui arrive à tout le monde. Mais il y a un message que j'essaie quand même de faire passer, c'est que un parcours qui est beau ou qui est digne d'être vécu, c'est absolument pas un parcours qui est dépourvu de souffrance ou de remise en question. Je veux dire, c'est justement parce qu'il y a eu ces hauts et ces bas, et c'est ça qui fait que vous en aurez d'excellents souvenirs, et tout ça. Alors bien entendu, il y a aussi le dénouement qui est extrêmement heureux, mais je veux dire, même si vous avez intégré le SCP, ou même si vous avez intégré le même, tout ce que vous avez appris sur vous-même, tout ce que vous avez vécu, vous allez l'avoir toute votre vie. Donc, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, ou qu'est-ce que vous diriez à une Alice de 18 ans, ou de 17, qui est en terminale, là, qui s'apprête à faire sa rentrée en classe préparatoire, de manière à ce que vous voulez. Donc, soit de manière à la faire performer plus vite, ou de manière à ce qu'elle ait un état d'esprit qui soit meilleur, ou de manière à ce qu'elle vive mieux sa prépa. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Voilà, la question est vague, mais de toute façon, la réponse est libre. Donc, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Je pense que ce que j'aurais pu améliorer plus vite dans mon parcours, ça se joue sur 2 choses. D'abord sur le plan académique, évidemment, il y a des erreurs que j'aurais pu corriger plus vite ou alors des pièges dans lesquels j'aurais pu ne pas tomber. Et sur un deuxième plan plus personnel, même si là c'est plus dur à corriger et à conseiller, parce que je pense que le gain que j'ai fait de ma cube, il est venu grâce à la cube et je sais pas si j'aurais pu l'avoir sans faire cette année-là. C'est peut-être, pareil, essayer d'avoir plus confiance, même si c'est des grands mots, c'est toujours super facile à dire. Plus confiance, essayer de prendre, pas forcément de prendre plus de recul, mais de mettre un peu à distance les conseils ou les enseignements qu'on me donne. De pas forcément chercher à les appliquer à la lettre tout le temps bêtement et méchamment, comme je l'avais dit, de pas essayer d'être la synthèse parfaite de tout ce qu'on nous dit, mais plutôt dans une optique de se faire confiance, chercher un peu sa voie, tout en gardant donc cette optique de garder du plaisir dans les études qu'on fait, ce qui est essentiel. Je pense pas qu'on puisse passer 2 à 3 ans dans des matières qui nous plaisent pas. C'est fondamentalement c'est impossible. J'aurais jamais cubé par exemple, je pense si j'avais été en PC ou en MP, j'en aurais pas eu la force. Donc toujours garder cette confiance là pour progresser plus rapidement sur le plan personnel. Et oui, vous avez parlé de quelque chose de super important aussi, de pas blâmer les éléments extérieurs et d'abord se remettre en question. Même si vous dites très gentiment que moi je le fais souvent automatiquement, j'ai quand même eu cette période-là après les écrits, après les résultats de deuxième année de carré qui sont tombés, de me dire et de remettre la faute sur l'absence d'oraux et sur le décalage des écrits en me disant si j'avais une année normale, j'aurais sûrement intégré peut-être pas un top 5, mais Audencia ou quoi, ça l'aurait fait. J'ai eu cette période-là pendant 2-3 semaines de me dire, c'était la faute aux événements, c'était pas moi. C'était le coup de la malchance. Et ça, je pense, c'était la preuve d'une forte immaturité que j'ai essayé de corriger en 3e année. Parce que maintenant, je reste persuadée que si rien n'avait changé, c'est-à-dire une année normale, je pense sincèrement que j'aurais eu les mêmes résultats à très peu de choses près. Donc non seulement j'aurais eu les mêmes résultats, et en plus j'aurais peut-être fait une cube moins profitable en ayant eu moins de recul sur l'année, sur les notions. Donc je pense qu'au contraire le décalage des écrits ça a été très 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 bien et très important, et l'important c'est d'en tirer quelque chose. Parce que je pense que peu importe les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, l'important c'est l'interprétation qu'on en a
Et ça, c'était en cube, c'était donner une interprétation positive à tout ce que l'on vit, parce que pendant l'année de cube, on avait encore ces confinements, ces demi-jauges, ces hybrides qui nous tombaient dessus. Et l'important, c'était pas de tomber dans le côté négatif en se disant, bah, ça va être encore la même chose, c'est de leur faute si je rate. Au contraire, se dire que ça va peut-être le faire, que l'important, c'est qu'on y mette d'une autre. Et j'avais un peu cette image pendant l'année, pour finir sur une note plus positive, j'avais l'impression d'être un peu dans un jeu vidéo, en fait. Parce qu'on changeait les règles toutes les semaines, il y avait de nouvelles réglementations sanitaires, dans la prépa ça changeait, etc. On abordait de nouveaux chapitres, donc on était un peu dans un jeu vidéo. Et le boss final, c'était les concours. Donc j'avais un peu cette impression-là, et je pense que l'important c'était de prendre ça comme un jeu positif, et pas une punition qui nous tombe dessus, un poids en plus en fait. Voilà qui termine cette discussion que j'ai eue avec Alice. Si tu as dans ton entourage des personnes à qui cette discussion pourrait être utile, eh bien je t'invite à la partager avec elles, tout simplement. En espérant qu'elle t'ait plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.